Bonjour et bienvenue dans cette toute première édition de ces rencontres sur ma chaîne avec des personnalités dissidentes, transgressives et non conformistes du monde de l'art, de la culture, de la littérature. Donc je suis aujourd'hui en présence de deux personnalités extrêmement chères à mon cœur que je vais vous présenter. Pour commencer, donc Anne van der Linden. Donc bonjour. Anne, salut Anne, tu es artiste, dessinatrice, graveuse, éditrice. Oui, je l'ai été un petit peu. Un petit peu, oui, marginalement. Oui. On parlera après de tes activités d'éditrice. Donc tu es l'auteur d'une œuvre absolument unique, absolument incroyable. Tu as créé vraiment un univers d'une originalité totale, un univers riche, vraiment d'une mythologie, d'un folklore, d'une symbolique vraiment sans nul autre équivalent ailleurs. Donc, tu es là aujourd'hui pour célébrer la sortie d'un livre dont Frédérica est l'auteur, Frédérica Abbate. Bonjour Frédérica. Bonjour. Donc, tu es écrivain, tu es toi aussi l'auteur d'une œuvre absolument unique. Tu es l'auteur de 7 romans, c'est ça? Oui. Aussi de très nombreux articles sur des thèmes très divers, sur l'art, bien évidemment, qui est une catégorie assez centrale dans ton travail, sur la littérature, sur la psychanalyse, sur les sciences sociales. Tu es aussi chroniqueuse à Aligre FM et plus récemment sur ta chaîne YouTube. Je mettrai les liens dans les descriptions de la vidéo un peu plus tard. L'art, comme on l'a dit, est une catégorie extrêmement centrale dans ton travail. Tu es l'auteur notamment des Anges de l'Histoire, un livre qu'on peut rapprocher du champ de la science-fiction, même si ça va bien au-delà de ça, dont le héros est un personnage d'artiste qui sauve le monde en quelque sorte grâce à l'art. Tu as consacré aussi un livre, un essai sur la grande photographe italienne Letizia Battaglia. Et tu viens de consacrer un livre absolument fabuleux sur Anne, extrêmement documenté, de plus de 240 pages, avec plus de 300 reproductions en couleur, qui couvre la totalité du parcours d'Anne sur plusieurs décennies de son travail, depuis quasiment ses toutes premières peintures jusqu'à ses travaux les plus récents. Donc ce que je voulais te demander, c'est... On ne construit pas par hasard un livre aussi important sur une artiste sans être lié assez intimement à son parcours. Enfin, c'est pas vraiment un hasard si tu as choisi de consacrer vraiment cette première monographie véritablement d'envergure à une artiste, à une peintre, Anne van der Linden. Donc, en fait, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui te lie vraiment intimement au parcours d'Anne van der Linden? Quelle est vraiment la correspondance? Moi, je crois que ça tient à la teneur de son travail et à la teneur de mon écriture, des thèmes que je développe dans mon écriture. La première fois que j'ai vu ces peintures, c'était en reproduction. Ça m'a énormément frappée. J'ai eu envie d'en voir d'autres. Ensuite, tout de suite, je me suis dit, un jour, j'écrirai un texte, mais juste un texte sur Anne van der Linden, parce que vraiment, ça me parle. J'avais déjà écrit des textes sur des artistes, mais j'ai l'habitude, la manière dont je procédais, c'est que je parlais avec l'artiste, je commençais à lui poser des questions, et ça venait, c'était un travail à partir de mon observation, et aussi des propos de ce qu'il me disait. Je me suis dit, avec Anne van der Linden, je ferai comme ça. Or, la première fois que j'ai vu ces tableaux en vrai, c'était en exposition Zoo chez Corinne Bonnet. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ces toiles m'ont parlé immédiatement. C'est comme si plus personne n'était autour. Bon, et j'étais en communication directe. Au-delà des mots, on peut dire, parce que la peinture, ce qui est intéressant, c'est que c'est au-delà des mots, parce que sinon, si ça peut être dit autrement, c'est pas peine de le peindre. Le lendemain, je me suis attelée à l'écriture de mon roman, car j'étais en train d'écrire un roman.
Or, les premiers mots qui me sont venus, c'est un texte sur Anne van der Linden. Donc, je ne lui avais pas parlé, je ne la connaissais pas, et ce texte est venu. Et ensuite, l'idée du livre a germé peu à peu, et ça a pris quelques temps, et puis finalement, ça a éclos, et je me suis attelée avec le plus grand plaisir à ce travail, en fait. Et quel a été vraiment le lien qui s'est fait entre le travail de Anne et ta littérature? Parce qu'en fait, j'ai le sentiment comme le corps est une catégorie vraiment centrale dans ton travail, parce que il y a vraiment tu es l'un des rares écrivains qui traite vraiment la question de l'érotisme dans sa totalité, comme si c'est pas seulement, disons, une catégorie qui, je veux dire, c'est loin d'être superficiel dans ton travail, c'est vraiment... C'est complètement habité. Je veux dire, ton roman Virginité, c'est quelque chose qui... Toute la narration est traitée intégralement par le biais de la question érotique. Donc, quelque part, Nietzsche disait que la pensée d'un philosophe, en quelque sorte, c'est l'autobiographie d'un corps. Oui. Et le corps est extrêmement présent aussi dans le travail de Anne. Oui. Et j'ai l'impression que ton livre raconte bien plus que le parcours d'un artiste. J'ai l'impression que c'est le modèle de l'artiste au sens hellénique, au sens grec. C'est vraiment le héros, la figure de l'artiste, Anne van der Linden, dont tu racontes la vie, le parcours, l'initiation, les voyages, les rencontres. Je me reconnais là. Et là, ça me rappelle, c'est mon roman Les Anges de l'Histoire, où c'est un artiste. En fait, l'artiste, c'est un peu comme le modèle de toute personne, et même qui n'est pas artiste, ça va bien au-delà de l'artiste. Moi, j'avais l'impression que c'était le modèle pour tous les artistes, en fait, mais c'est même le modèle de toute personne. Oui, ça excède l'artiste, c'est le modèle de toute personne, dans le sens que lui pousse jusqu'au bout l'acte créatif. Mais je pense que toute personne a à créer sa propre vie, en fait, dans la recherche de sa singularité. Et le corps est important. C'est vrai que la sexualité, que je reconnais dans la peinture d'Anne et chez moi, ce n'est pas quelque chose qui est à part de la vie, qui n'est pas quelque chose qui est, ce n'est pas du tout la gaudriole. Je déteste qu'on tourne ça en dérision avec les petits ricanements et tout ça. Ça c'est vraiment, ça me débecte absolument. Le monde aussi à part. Les boîtes SM et tout ça, que les gens peuvent y aller, ça me dérange pas. Non, mais moi que ce soit séparé, ça vraiment, ce n'est pas du tout. Et c'est ce que je retrouve dans la peinture de Anne, et c'est ce que j'ai traité à la fin du livre, dans La Cavalière de la Tempête. C'est ce traitement très spécial de la sexualité qui va au-delà des pulsions. Ce n'est pas le corps chez Anne van der Linden n'est pas morcelé. Et c'est pour ça que ça donne cette violence, en fait. Mais c'est une violence qui va au-delà de la simple violence. Il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pathos. C'est parce que c'est une radicalité. C'est essayer de voir le mystère de l'autre. C'est très important chez elle, la question de l'altérité. Qui est l'autre? Et ce qui est central dans sa peinture, en fait, c'est l'amour. Et chez moi, c'est pareil. Et comme axe principal de la vie, en fait, comme moteur de vie. Donc c'est plus qu'une rencontre, en fait, une vraie complémentarité entre vous deux dans vos démarches. Tu te reconnais aussi, Anne, dans le travail littéraire? Oui, complètement, oui. Complètement. Ceci dit, quand je lis les romans de Frédérica, j'ai l'impression qu'il y a un aspect plus, comment dire, pas plus doux, mais quelque chose de moins conflictuel dans les rapports, etc. J'ai l'impression d'une espèce d'épanouissement dans la sexualité. Moi, c'est toujours des relations soit contrariées, soit déviées, etc. Il y a jamais en fait d'acte sexuel réellement décrit ou quoi. C'est une espèce de chamaillerie d'organes dans tous les sens. Mais à part ça, effectivement, c'est un vrai bonheur de lire ce texte, parce que je m'y reconnais et je m'y comprends. C'est ce qui est assez fabuleux, quoi, de lire un texte et de dire mais c'est vrai, c'est moi, quoi. Voilà, donc parce que moi les formulations, bon, j'ai pas vraiment, j'ai une distance relative avec ce que je fais, etc. Mais c'est pas du tout un art conceptualisé ni pensé, etc. C'est des choses qui me viennent un peu comme vient la poésie, ou des choses par association, ou par le vécu, enfin voilà. Et donc, quand c'est écrit comme ça, c'est assez touchant. Mais ça m'a pas mal bouleversée. Et je suis pas la seule d'ailleurs. J'ai entendu des retours là-dessus. Les gens sont assez impressionnés en fait, ouais, de cet éclairage-là qui est si proche de l'image et éclairant. Justement, ton œuvre, depuis le début,
on retrouve un certain nombre de publications. Depuis le début, tu t'es servi du livre, Ouais. justement, pour faire circuler ton travail. Mhm. A priori, pour quelqu'un qui ne serait pas immédiatement partie prenante du monde, du chant, de l'underground, de la contre-culture, c'est pas forcément évident, parce que les gens ont tendance à s'imaginer qu'un artiste, ça va être quelqu'un qui, la plupart du temps, va exposer son travail dans des galeries, ne va pas nécessairement passer par le livre. Or, il y a, après, j'ai établi une bibliographie, enfin, qui est pas exhaustive, hein, mais qui est, enfin, disons, sélective de ton travail. J'ai pu recenser peut-être une centaine de bouquins, de monographies, de fanzines, de publications. Oui, il y en a énormément, et on voit que c'est quelque chose qui est, enfin, qui est omniprésent, en fait, dans ton parcours. Le livre, donc, enfin, comme on le sait, enfin, aujourd'hui, je veux dire, partout où il y a un marché, il y a l'État qui s'en mêle, donc les institutions, donc c'est un peu cloisonné dans tous les sens, hein. Je crois que l'art contemporain, c'est peut-être le troisième marché le plus rentable au monde. Je crois que juste devant, il y a la drogue, avant, il y a les armes, et je crois qu'il y a la pornographie aussi qui se balade pas très loin. Donc tout ça, forcément, ça implique une espèce de mainmise de l'État, ça implique des institutions. Et donc je me demandais, est-ce que, quelque part, comme tout est extrêmement cloisonné, est-ce que le livre, c'est pas une manière d'échapper au marché, à l'État, aux institutions, une possibilité d'échapper à toutes ces contraintes? Oui, c'est comme ça l'a toujours été. Dürer a fait son auto-édition, le premier avec l'Apocalypse, enfin, et parce que il avait envie d'être indépendant là-dessus, il n'avait peut-être pas trouvé quelqu'un pour le faire, etc. C'est toujours une manière de reprendre les rênes, ouais. Et en fait, moi, je connaissais pas tout ça. En fait, je peignais dans mon coin et j'ai eu affaire petit à petit à tous ces micro-éditeurs, etc., qui étaient comme moi, des gens qui avaient envie d'avoir une expression libre, c'est-à-dire une expression qui contourne pas certains sujets, etc., et de la diffuser à leur manière. Donc voilà, c'est le moyen le plus simple de le faire. Ouais. Mais il y a eu, enfin, on connaît tous les courants qu'il y a eu au 19e siècle, Birdsley qui dessinait d'une manière avec une ligne claire pour pouvoir être édité dans la presse ou dans les assez facilement. L'œuvre de Birdsley, enfin 90%, c'est des illustrations, c'est des choses qui ont été publiées dans la presse. Il y a les surréalistes aussi, il y a les dada, il y a les courants de la contre-culture, enfin des avant-gardes. Oui, on n'a rien inventé avec ça. Il se trouve que là, c'est tout ce courant influencé par les États-Unis aussi, par le gendarmerie. Voilà, c'est ça. Et donc les Français ont repris ça à leur compte. Donc c'est un vieux combat. Enfin, une vieille méthode pour montrer son art quand on n'a pas envie d'être dans les clous, quoi. Voilà. Et puis. Et justement, dans la monographie de Søren van der Linden, tous ces processus spécifiques du monde de l'underground sont aussi décrits. Alors, les gens qui connaissent déjà le retrouveront avec plaisir, mais c'est aussi fait surtout pour les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement, qui se demandent qu'est-ce que c'est la contre-culture, l'underground. Donc, c'est déjà au départ, c'est une question d'économie. On ne va pas montrer on ne peut pas montrer dans n'importe quelle galerie parce que c'est un art qui est hors des clous, on va dire. Donc, c'est vrai que la méthode, le moyen déjà le plus simple, c'est la publication. Donc, ça diffuse comme ça. C'est plutôt que de trouver des lieux pour exposer, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi les magazines, les fanzines. Il y a toute une distribution et tout ça. Et tout ce monde-là est aussi décrit dans le livre parce qu'Anne van der Linden s'est beaucoup servi de ça. Pour elle, c'est très important dans son travail. C'est une manière de dépendre de personne aussi. Ouais, c'est une manière d'asseoir son indépendance. Et du coup, ça a déterminé une sorte d'esthétique aussi. Il faut admettre qu'il y a beaucoup enfin, bon, tout le monde ne fait pas pareil, mais il y a une espèce de famille dans les choix des sujets, la façon de les représenter, etc. Enfin bon, il y a une espèce voilà, c'est un courant culturel en soi, ça l'est devenu par la force des choses, parce que les gens, à force de collaborer dans les éditions, etc., ils ont commencé à s'influencer les uns les autres, etc. Donc voilà. Donc c'est un vrai courant. Et d'ailleurs, ça me fait penser un truc, parce que moi, à l'époque où tu faisais ça, enfin, il y avait des artistes très divers, finalement, qui utilisaient cette forme ce moyen de diffusion pour promouvoir leur travail. Il y avait énormément de différences, par exemple, entre quelqu'un comme toi,
comme Jean-Louis Coste, par exemple, avec lequel tu as beaucoup cheminé et avec lequel tu continues en fait de travailler aussi aujourd'hui. Il y avait les gens de Bazooka, Olivier Cabel, Picasso. Enfin, il y avait finalement, enfin, il y avait une communauté peut-être d'univers au sein de ces différentes personnalités, mais il y avait énormément de diversité aussi, alors que on a l'impression qu'aujourd'hui l'esthétique fanzine, ça s'est un petit peu institutionnalisé, c'est devenu une académie. Je crois qu'il y a un musée du fanzine qui s'est ouvert quelque part. Est-ce que ça t'énerve un peu, ça, justement? Est-ce que tu as l'impression Non, ça m'énerve pas. Non, au contraire. Non, je suis contente. Bon, déjà, tu dis qu'il y a des différences, mais quand tu vois les boulots des Américains, comment ils s'appellent, Mark Beyer, enfin, tous ces Américains. Des gens comme Stuman, Mike Diana. Non, les précédents. Ah, les précédents. Oui, ils ont quand même beaucoup influencé les dessinateurs français. Et d'ailleurs, Bruno Richard, par exemple, se revendique de mince, son nom m'échappe. Enfin, bref. Donc c'est pas si. Il y a quand même cette filiation qui est revendiquée souvent, ou alors de facto. Enfin, voilà. C'est vrai que Bazooka, c'est un peu un cas à part. Mais non, je suis contente en fait de cette reconnaissance. Moi, j'ai rien contre les institutions quand elles font leur boulot, quoi. On leur donne du fric autant qu'ils fassent leur boulot. Non, mais c'est vrai. Et puis les œuvres seront bien conservées, bien mises en lumière, etc. Je trouve que c'est un travail qu'il faut faire. Tu le ressens pas comme un danger, comme une oppression, comme quelque chose qui menace la singularité des travaux? Par exemple, les écoles d'art, ça te fait pas un peu flipper? Enfin, je sais que tu as commencé un parcours aux Beaux-Arts, par exemple, que tu as interrompu assez rapidement, je l'ai appris dans le livre, pour pouvoir te consacrer vraiment à ton travail sans entrave institutionnelle. Est-ce que ça t'inquiète pas justement qu'aujourd'hui ça devienne une espèce de fabrique d'individus plus conformistes, qui y ait une standardisation, qui y ait une banalisation? C'est vrai que bon, les catégories comme ça, comme l'art brut, etc., font, quand ça marche pour l'art brut, ou maintenant ça commence un peu pour le gracier, etc., que les gens essayent d'en faire parce que ça marche, quoi. Bon, mais voilà, des gens qui font ça, ils sont facilement repérables et il y en a toujours eu. Après, est-ce que ça va éteindre le mouvement? De toute façon, le mouvement, il est déjà un peu éteint. Il y a toujours un début et une fin, mais c'est pas forcément grave, quoi. C'est les rythmes normaux, quoi. Nous aussi, on va s'éteindre. Enfin, donc, après, il y a d'autres choses, j'imagine, à innover, à trouver. On est sur la fin, quand même, d'une lancée, d'une représentation, de ce genre d'expression. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, il y a eu un épuisement et voilà. Après, sur quoi on va repartir, je sais pas, sur des formes, je sais pas. Enfin, mais est-ce que cette fin, dont tu parles, ça serait pas une mutation en fait, un changement de paradigme, parce que là on dit que bon, tu dis qu'il y a une fin, mais enfin. Baudrillard, que je cite dans le livre, lui parlait de la fin par rapport à l'art contemporain officiel, où vraiment, c'est l'épuisement, ça s'épuise dans le formel, ça ne veut plus rien dire. Et est-ce que ça serait pas le moment que cet art underground insuffle au contraire dans l'art officiel? Oui, est-ce que ça serait pas intéressant, ça? D'après ce que j'ai entendu, en tout cas, cet art underground, je sais pas. En tout cas, pour la peinture, c'est revenu dans les ateliers de l'école des Beaux-Arts, à fond. Ah oui. Donc, ils en ont besoin, en fait. Oui. Mais c'est des cycles, des boucles qui reviennent. Voilà. Alors, à une époque, on disait que c'était maudit, enfin, que c'était complètement périmé comme art, etc. Comme la peinture figurative, mais maintenant c'est de nouveau enseigné dans les ateliers, etc. Donc est-ce que c'est l'underground qui a favorisé ça? J'en sais rien. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il y a un truc qui est venu via l'underground et les éditions alternatives par les jeunes qui ont enseigné à leurs enseignants, puisque un prof des Beaux-Arts a dit à une personne que je connaissais qu'il avait appris l'existence de mon travail via ses étudiants. Donc voilà, il y a un mouvement inversé comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui. Ça me paraît assez sain. Après, pour le reste, pour la création, c'est vrai qu'on a tendance à faire la différence entre ce qui se fait maintenant et ce qui se faisait avant. C'est-à-dire c'est moins virulent, c'est un peu plus mou du genou, mais est-ce que c'est transitoire? Je ne sais pas. Je sais pas. Ça, certainement, moi je suis assez confiante dans les ressources humaines et ça va rebondir sur quelque chose. De toute façon, vu la situation globale, j'imagine que les gens vont avoir besoin de dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai, par exemple, là, j'ai été dans le salon Art Paris, là. Bon, c'est de la figuration, mais alors, c'est mollasson. On va de nouveau avoir besoin de virulence. Et de sens.
Et de de sens. Il n'y a pas de sens. C'est ça, c'est Il n'y a pas de sens, ouais. donc Ouais. voilà, c'est ça qui manque, et je pense que ça va revenir, parce que ça va être une urgence, quoi. Enfin, à un moment ou à un autre, tout naturellement. Tout naturellement, après, je voudrais pas trahir une conversation qu'on a eue une fois dans le privé. Enfin, je vais rien dire de très intime, ne sois pas mal à l'aise. Pour dévoiler des secrets. Mais une fois, on avait parlé de la manière dont on avait rencontré l'art au cours de notre enfance, au cours de notre adolescence, et très naturellement, moi, je m'étais mis à t'expliquer que moi, j'ai rencontré justement, ma sensibilité à l'art s'est éveillée par des moyens extrêmement périphériques, des chemins de traverse. Ouais. Par exemple, j'avais pas du tout accès directement à l'art classique, mais par exemple, c'est venu soit par le jeu vidéo, soit par la bande dessinée de kiosque, soit par le cinéma ou les dessins animés qui passaient à la télé. Et un peu naïvement, j'avais tendance à m'imaginer que pour tous les artistes issus de l'art non officiel, c'était pareil. Et il m'avait semblé que tu m'avais dit que toi, c'était venu un petit peu différemment. Est-ce que tu peux me dire, et puis après, Frédérica, tu pourras le faire aussi, comment, je veux dire, cette espèce de court-circuit mental qui fait que certains vont embraser des destinées très différentes. Nous, on va être en quelque sorte saisis par ce désir de produire des images et on va pas pouvoir s'en détacher. Comment c'est arrivé, toi? Mon goût pour l'art, tu veux dire? Ouais. Ou l'influence, la façon dont j'y suis arrivée? Dis-moi, comment est-ce que tu en es arrivé finalement à rencontrer, parce que je veux dire, il y a des millions de gens pour lesquels l'art en quelque sorte n'existe pas, quoi. La rencontre se fait jamais, J'étais dans un milieu, ma mère avait une galerie d'art, c'était des gravures, elle vendait des gravures contemporaines, des trucs assez intéressants. Et elle était elle-même assez férue d'art, donc j'ai eu accès à des bouquins, etc. Et puis après, c'est venu peut-être du désarroi, je pense. J'étais très très perdue à l'adolescence, etc. Et donc le côté apaisant de la création, en fait, c'est comme sur pareil, une idée, une création, c'est comme une espèce de bon médicament qui te sert à te sentir bien. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça pour ça, je pense. Ouais. Donc au départ, finalement, tu as eu presque une éducation entre guillemets classique. Oui, mais mes références sont classiques. Ouais, c'est une question de milieu aussi, parce que je suis d'un milieu moyen bourgeois. Je sais que certains artistes qui sont proches de moi, je ne sais pas si c'est ton cas, enfin bon, mais en tout cas, avaient plus accès à des trucs de la culture populaire que mes parents ne fréquentaient pas, donc du coup, à laquelle j'ai eu moins accès. Moi, et ils connaissaient tout sur les bandes dessinées, les machins, mais assez pointus, quoi. Et donc, ça les a influencés dans leur travail aussi. C'est une question de milieu, je pense aussi. Je pense que c'est une question de milieu. Aussi. Pas que, mais aussi, oui. Oui, je pas pense. nécessairement, parce qu'il y a aussi des milieux, par exemple, moi je suis issu d'un milieu assez bourgeois aussi, mais par exemple complètement acculturé. Oui, aussi, c'est ça. Donc finalement, la culture populaire a été pour moi vraiment le premier ferment de ma sensibilité. C'est ça. Mais c'est une influence. Oui, c'est une influence, c'est un déclencheur. Voilà, c'est ça. Oui. Et toi, Frédérica, comment est-ce que tu as rencontré finalement la littérature ? Bien, moi, c'est pas du tout par mon milieu, parce qu'il n'y avait pas de livres chez moi. Donc, ça c'est impossible. Il n'y avait pas de journaux, pas de livres, et même pas de langue française parlée correctement. Donc, c'est pas grave. Je pense que ça vient de ma grand-mère, il me semble, qui, quand j'avais 4-5 ans, me racontait des contes par cœur. Elle les mimait, c'était vraiment extraordinaire. Je me souviens de La Mort, par exemple, c'était vraiment magnifique. Mais sinon, la littérature, je sais pas, j'écris depuis que j'ai 8 ans. Donc, j'ai besoin de raconter des histoires. Et tout ce que j'ai l'impression que ce que je vis est recouvert toujours par une couche, par une peau, comme une deuxième peau, et que cette peau, c'est de l'écriture. Il y a toujours une mise en histoire, en fait. Une mise en fable, plutôt. Mais sinon, oui, dès que j'ai commencé à... Je me souviens de l'apprentissage de la lecture, des premiers personnages, Alain, Aline. Ce qui faisait pour moi, c'était comme si on m'apprenait les secrets de la magie, en fait. J'étais vraiment fascinée par ça. J'ai un rapport à l'oralité, un rapport au son,
aussi. Je sais que j'avais, quand j'étais petite, j'avais toujours une espèce de boule, comme un cri. Je crois que l'écriture, c'est un cri qu'on va articuler. J'ai un cri en moi, comme ça, qui montait. Je disais à ma mère, j'ai envie de crier. Et donc, depuis 8 ans, j'écris. Et c'est un rapport aussi à l'image. Parce que j'ai une écriture qui est visuelle. Et c'est pour ça que je suis extrêmement sensible à l'art, en fait. À la photographie et à l'art aussi, et aux images. Quand je vois une peinture, ça me parle. Au-delà des mots, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Est-ce que accéder à ça, pour toi, c'est quelque chose de vital, un petit peu comme une résistance envers les injonctions de ton milieu, de vouloir te voir embraser un devenir qui n'est pas le tien? Est-ce que c'est une façon pour toi qui est très directement connectée à l'individuation? Ah oui, absolument. L'individuation passe par la création. Absolument. Parce que ça fait extrêmement bizarre aujourd'hui de s'imaginer que finalement, c'est pour ça que je voulais vous demander peut-être un petit peu ironiquement s'il faut brûler les écoles d'art, voir si peut-être quelqu'un essaierait de les protéger. D'ailleurs, ce serait intéressant. Mais d'imaginer qu'aujourd'hui, on peut s'orienter vers une destinée artistique, comme on deviendrait comptable ou architecte ou dentiste, que c'est finalement une catégorie professionnelle comme une autre, qu'il y a des écoles pour ça. Le fait que la société puisse valider ce genre de trajectoire, est-ce que ça te fait pas extrêmement bizarre dans la mesure où moi je peux pas me défaire de l'idée que c'est de la résistance? Bah oui, bah moi ça me rappelle, ça m'évoque déjà 2 choses, c'est que Robert Musil disait la littérature, être écrivain, ce n'est pas une profession, c'est un état. Ouais. Donc ça a rapport à l'être. Et je peux parler aussi de mon propre rapport à l'université. Vraiment, j'avais l'impression que c'était le contraire de l'écriture. J'ai eu un diplôme et puis après j'ai arrêté parce que je me suis dit là on va me tuer quoi, c'est pas possible, ça va à l'inverse de l'écriture, c'est à l'inverse de la création, c'est vraiment tout à l'envers quoi. Je ne peux pas faire ça. Et je pense que les écoles d'art, oui, moi je ne vois pas ça d'un bon oeil. Et les étudiants en art, je les vois un peu comme des petits moutons. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans le parcours d'Anne van der Linden, elle a commencé puis elle a arrêté parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas à l'école qu'elle allait se forger ses propres armes, ni sa propre grammaire, il me semble. Oui, c'est pas tout à fait ça, en fait. Enfin, c'est ça, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que ce que j'ai appris aux Beaux-Arts me coupait les pattes au niveau de l'imaginaire que j'avais. Bah, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, j'ai regretté après de ne pas avoir fréquenté certains ateliers pour les techniques, etc. Et je suis revenue petit à petit à une meilleure idée du côté artisanal de la peinture. Oui. Et à une époque, je considérais que c'était le côté artisan, c'était un peu de la daube, mais enfin, on pouvait faire ce qu'on voulait, s'exprimer comme on voulait. Et puis maintenant, j'ai commencé, depuis assez récemment, je me dis que toute cette alchimie, oui. Cette manière d'utiliser les matériaux, etc., ça fait partie de la magie du truc. Oui. Et je me dis, les ateliers qu'il y avait dans les temps anciens, où on apprenait d'un mec les techniques, etc. Donc, mais si on apprend, il y a du bon. Hein, si on apprend ça, c'est bien. Mais c'est l'idéologie qui je crains qu'on n'apprend pas seulement ça. Hein. Oui, c'est ça. Qu'on apprend à avoir un certain discours, à rentrer dans certains moules. Moi j'ai dû apprendre la grammaire, par exemple. Oui. Il faut maîtriser bien la grammaire pour pouvoir écrire. C'est un peu comme c'est la matière, quoi. C'est les mots, le vocabulaire, etc. Mais là, dans les écoles, j'ai l'impression que si on leur apprenait que les techniques, ça irait, mais je crains que ce ne soit pas le cas, justement. Oui, c'est ça la question. C'est traversé par les idéologies. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Moment, oui. Parce que je vous rejoins complètement, en fait. Finalement, toi, tu es dans la figuration aussi. Donc, tu utilises, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parmi les gens qui nous regarderaient ou nous écouteraient, tu utilises la peinture à l'huile, la peinture acrylique. Oui. Donc, tu es dans la maîtrise et dans la transmission d'un savoir fondamental, d'une technique, il y a une initiation. Donc, effectivement, le côté pratique de l'initiation par les écoles d'art pourrait trouver son sens. C'est comme aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, écrire sans lire. Et sans avoir une connaissance des savoirs fondamentaux, de la grammaire, de la syntaxe. Mais là où je vous rejoins complètement du vocabulaire, c'est que c'est plus vraiment ça que le système éducatif contemporain, que ce soit dans le domaine de l'art ou même déjà dès le départ à l'école, favorise, mais une espèce de conditionnement, comme vous dites, à une idéologie, une sorte de lavage de cerveau.
pour essayer de produire peut-être un art d'État, un art extrêmement conforme à une certaine direction. Ça vous parle, ça? Ah bah oui, l'instruction, de toute façon, moi je pense que l'instruction a toujours été faite. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est pas seulement pour élever les gens à n'importe quelle époque et depuis le début. Je pense que ça a été fait pour former des gens utiles à la société. L'école, à mon avis, a été rendue obligatoire pour former des gens qui puissent travailler dans les usines et dans les bureaux. Alors on les a coupés du savoir ancestral de la terre, du cosmos, qu'avaient les paysans, etc., pour leur apprendre, pour les rendre aptes aux nouveaux métiers qui étaient mis en place. Ça n'a pas eu que des effets néfastes, au contraire, ça a eu des effets bénéfiques, évidemment. Et ça fait peut-être progresser le niveau de conscience individuelle. Exactement, ça a aidé. Des effets paradoxaux. Voilà, ça a ouvert à l'arithmétique, à la poésie, à la littérature, à l'individuation aussi. Mais maintenant, on n'a plus besoin de ces métiers-là. Maintenant, on a besoin de robots, soit de robots, voilà, de consommateurs et de robots. Des robots soit en machine ou des robots humains, parce que les humains ressemblent de plus en plus à des robots. Donc, c'est sûr que le savoir, l'instruction publique s'amoindrit. Donc, je ne voudrais pas donner l'impression de faire de la maïotique, mais ce que tu es en train de me dire, c'est que quelque part, si l'État paye pour fabriquer des dizaines, des centaines, des milliers d'artistes chaque année, c'est à des fins, c'est pour servir un dessin capitaliste, quelque part. Bah oui, c'est pour phagocyter l'art. Parce que moi, ce que je... rendre docile au système. Oui, moi je pense aussi. Oui. Ceci dit, c'est pas très nouveau. Enfin, quand tu vois les salons du 19e et comment les artistes étaient écartés certains artistes qui sont devenus par la suite extrêmement bankable, n'ont jamais réussi à placer une toile dans un salon, etc. Ça a toujours été comme ça, quoi. Il y a toujours eu une grosse emprise de l'idéologie dominante sur les artistes. Donc, voilà. Il y a quand même une espèce de prise de contrôle aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant c'est plus pernicieux, parce qu'il y a cette idéologie de la liberté qui est dans l'air depuis les années 60, et donc on sait plus comment vraiment se positionner, où est l'oppression et où est la liberté, etc. Tout est devenu très très confus. C'est plus confus qu'avant. J'ai l'impression que le pouvoir est partout, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, moi je pense, oui, par rapport à avant, c'est ça. Alors qu'avant, c'était vraiment le pouvoir, etc., la ligne, et puis et à côté, et on savait comme. Il y avait les marges, on disait, la marginalité. Oui, mais maintenant, il n'y a plus de marge. On a l'impression que le pouvoir s'exerce à la fois sur la liberté et sur la loi, quoi. C'est sur les deux. Oui. Puis avec les nouveaux moyens de communication, etc. C'est devenu quand même plus difficile à cerner d'où vient vraiment le problème. Donc c'est perturbant, Moi, ce qui me perturbe énormément, et pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est que, dire, 90% des bouquins que tu peux trouver sur les tables des librairies ou à la FNAC sont écrits soit par des profs, soit par des universitaires ou des gens qui ont des titres, des journalistes, enfin qui font partie d'une espèce d'aristocratie d'État ou d'aristocratie institutionnelle. Et 90% des artistes que tu vas rencontrer dans les galeries ou sur les salons vont être des sortes de petits bourgeois qui auront fait des parcours institutionnels, universitaires ou qui seront diplômés des beaux-arts. Enfin, pour la première fois, moi j'ai l'impression que justement, quand tu as commencé à publier et toi à exposer, on ne mettait pas le parcours institutionnel, scolaire, il n'y avait pas le CV des auteurs de livres, des écrivains sur la 4e de couverture de leurs ouvrages. Ça vous paraît symptomatique de quelque chose? Ça s'accentue de plus en plus, oui. Et là, ça atteint un état de perfection absolue, on peut dire. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Il y a des expos, par exemple, qui sont organisées où il n'y a pas le nom des artistes, des expositions collectives en général, mais sur l'affiche, on voit le nom du curateur. Oui. C'est un mot horrible, d'ailleurs. Oui, et le commissaire d'exposition. Commissaire d'exposition, au sens policier. Oui, c'est vrai que ça s'accentue énormément et c'est les grands organisateurs. Et c'est vrai que si on côtoie des artistes contemporains avec un trait d'union, entre guillemets, presque en un seul mot, c'est vrai qu'au niveau du comportement, on voit des petits soldats. Ils acquiescent à tout. C'est le sachant, c'est le commissaire d'exposition. Ils savent ce qu'il faut faire pour s'en sortir financièrement ou pour sa carrière, quoi. Il faut savoir monter des dossiers. Voilà. Il faut faire tel type d'art, etc. Tel type d'art aussi. Il y a une autocensure qui est complètement intériorisée. Ce qui me fait plaisir quand même, c'est que l'art conceptuel est en train de passer à la trappe. Enfin, ça m'a tellement
Oui. Ça m'a tellement perturbé cette histoire. Donc c'était vraiment un peu l'arnaque. Enfin, j'ai rien contre Duchamp, mais il y a eu toute ces décennies de mise en avant de survalorisation avec la complicité, l'aval de l'État et l'argent de l'État, etc. Et là, ça commence à changer. Une sorte de dévalorisation du geste artistique au profit des gens qui ont le contrôle de la dialectique, du logo. C'est ça. Soi-disant le contrôle, parce que souvent c'est bidon. Enfin, bon. Ça va avec la montée du structuralisme et tout ça. Moi, je vois une lente mais inexorable décorporéisation, en fait. Oui. Ça se décorporéise de plus en plus, une désincarnation, et là qui atteint son apogée, quoi, on peut dire. Heureusement qu'on est là pour apporter de la viande. Hein, oui, voilà, c'est ça. Oui. Non, mais c'est vrai, cette virulence qu'on a, c'est peut-être lié à ça, quoi. Oui, voilà, je pense. Il y a une telle contrainte et telle... et ça va se tendre, ça va se radicaliser. Vous avez l'impression que plus vous allez avancer dans votre parcours, plus la violence va s'intensifier. Justement, vous allez vers des choses plus apaisées. Justement. Moi, dans mon art, tu veux dire, oui. Toi, dans ton écriture, moi, j'ai commencé assez fort, avec les énormes beats et tout ça. Ce que me rappelait mon oncle récemment. Je disais, oui, tu t'es quand même calmé. Mais c'est aussi l'âge, puis on ne peut pas tout le temps décider de faire la même chose. J'ai peut-être moins besoin de cette déclaration d'intention, quoi, qui était... voilà, j'existe, j'affirme mon propos, j'affirme ma position par rapport à l'art qui a été quand même tenu par les hommes, etc. Il y a un côté un peu comme ça. Et maintenant, voilà, je suis peut-être plus détendue par rapport à ça. J'ai envie de, tu vois, je peux avoir des expressions différentes. Je fais beaucoup d'animalier maintenant parce que j'aime ça. Enfin, je fais des trucs que j'aime. Je me sens pas du tout frustrée. C'est pas du tout de l'autocensure, quoi. Ceci dit, c'est vrai que, bon, quand on peint par exemple, si je fais des peintures avec des hommes, je les vends pas. Ah bon? Oui, c'est ça. Oui. Et quand je fais des peintures avec des grosses bites, généralement, c'est difficile à exposer aussi, mais il y a des amateurs quand même. Mais voilà, il faut connaître son marché, quoi, c'est ça. Mais bon, après, je m'en fous parce que j'ai toujours, disons que j'ai mon système de survie, j'ai pas vraiment besoin de vendre au jour le jour. Je sais ce qui passe et ce qui passe pas, et c'est pas un critère pour ma création. Enfin, je crois pas, j'espère en tout cas. Mais enfin voilà, quoi. Et est-ce que vous avez l'impression, justement, que le monde de l'art, le monde de la littérature a vraiment changé depuis que vous avez commencé? Est-ce que vous avez l'impression que la liberté se restreint? Est-ce que c'est plus difficile d'éditer, d'exposer, même si toi, Anne, tu as réussi au fil des années à construire ton propre système, comme tu dis, de diffusion, de distribution, notamment? C'est très difficile, toutes les galeries ferment, mais ça, c'est pas que... Oui, enfin, les raisons sont aussi économiques, enfin, la crise, etc. Après, si c'est des raisons de... Je crois pas que ce soit des raisons de goût du public pour l'art, parce que les expositions publiques sont bondées de monde, les gens aiment l'art, mais... Est-ce qu'ils aiment vraiment l'art? Parce que ils aiment y aller. Ils aiment y aller. Est-ce qu'ils regardent les tableaux? La plupart du temps, non. Il faut qu'ils y aillent, parce qu'on leur a dit que c'était bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est plutôt ça. Donc, c'est plutôt mauvais que tous ces gens dans les musées. Moi, je sens que l'art et la littérature sont attaqués. Moi, je me sens personnellement attaquée, en fait. Non pas parce que c'est difficile avec les éditeurs, parce que bon, la plupart sont des marchands de soupe, hein, faut quand même le dire maintenant, mais c'est parce qu'ils obéissent aux lois, à des lois, et ces lois sont des lois d'interdiction, et l'interdiction ne marche pas par interdit, l'interdiction marche par obligation. On est obligé de parler, de dire qu'on n'est pas raciste, parce que si on ne dit pas qu'on n'est pas raciste, on est considéré comme raciste. Et alors la plus grosse attaque, je trouve, contre l'art et la littérature, et contre donc l'humain, le fait d'être un humain, c'est que par exemple, si on a la peau claire, si on est blanc, on peut pas mettre des personnages noirs, parce que soi-disant on les comprendrait pas. Or, le ressort premier de l'art et de la littérature, c'est d'être ce qu'on n'est pas, et de l'être humain aussi. C'est de pouvoir compatir à ce qu'on n'est pas, parce que sinon, on reste dans le miroir, on se contemple tous dans le miroir, et ça, on se serait entretués et morts depuis longtemps. Donc moi, quand je suis un peu pessimiste, je vois un peu l'apocalypse, quoi. C'est un peu une vision d'apocalypse.
parce que c'est le B à bas. Moi, quand j'ai commencé, l'une des premières textes que j'ai écrit, donc quand j'étais enfant, je devais avoir 10 ans, à ce moment-là, ça faisait 2 ans que j'écrivais, c'était des Afro-Américains. J'avais jamais mis les pieds aux États-Unis, j'avais peut-être jamais vu un noir en vrai de ma vie dans ma province, mais ça me paraissait tout à fait naturel de voir l'autre. C'est ce qui est... Et maintenant, ça c'est considéré comme on n'a pas le droit. Donc on est en train de ils veulent tuer l'art et la littérature. Il y avait une ouverture de ton imaginaire vers des cultures qui t'étaient étrangères. Aujourd'hui, on te parlerait d'appropriation culturelle. Enfin, il y aurait des fous qui voudraient quasiment t'interdire de parler de ça au nom de la défense des minorités et de... Ouais. Vous sentez, tu te sens menacé aussi par ça? Est-ce que la censure quelque part a changé de camp? Je me sens menacée par ça. Écoute, personnellement, j'ai jamais eu trop de problèmes. J'en ai eu un peu, mais pas tant que ça. Et je sais pas pourquoi. Tu passes à travers les gouttes. On est un peu étonné finalement de voir que quelque part ta peinture est extrêmement forte. Enfin, tu décris des champs de force, des rapports de force extrêmement intenses. Parfois, c'est très troublant, c'est extrêmement méchant ce que tu fais, quoi. Mais finalement, autant tu as pu avoir des critiques virulentes de ton travail de part et d'autre, mais jamais véritablement tu as été confronté au coup près de la censure. Tu n'as jamais été au tribunal, par exemple, pour ta peinture, contrairement à Coste, qui lui a eu plusieurs procès. Mais peut-être ça peut commencer maintenant, parce que quand nous avons préparé le livre avec le choix des peintures, nous avons vu que Anne s'est permis quand même de peindre des noirs. Des noirs avec des bites en plus. Avec des bites en plus. Ah oui. C'est ça. Donc, est-ce qu'on n'aura pas des problèmes avec ça? De toute façon, vous aurez des problèmes parce que... Mais les problèmes avec l'art, ça vient par des biais un peu bizarres, souvent des associations de famille. Pour Coste, ça a été des associations de défense de l'expression sur Internet. Enfin, c'est par des biais comme ça que ça vient. Oui. De travers, des chemins de traverse. Des chemins de traverse, ouais, il me semble. Et donc, peut-être qu'avec le livre, en fait, ce qu'il faudrait peut-être, c'est une émission de télévision ou un événement qui fasse qu'il y ait un focus sur mon travail, par exemple, et qui déclencherait une plainte, etc. Voilà, il faut ce genre de choses. En soi, il y a une espèce de tolérance molle, et puis d'un coup ça coince, pour des raisons aussi absurdes que ce qui est la situation précédente, et puis ça dérape, et puis voilà, mais c'est pas logique, c'est pas genre, ah, vous avez fait du mal, donc vous êtes puni, c'est n'importe quoi en fait. Mais évidemment, les résultats, les conséquences sont les mêmes. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, moi j'ai jamais eu de problème. Quand je deviendrai célèbre, grâce à cette émission, n'est-ce pas excuse? Eh bien oui, et vous aussi, hein. Bah si, une fois quand même, ce que donné dans le livre, un passage, je me suis régalée à l'écrire, c'est la censure dans le couvent. Parce que c'était l'une de tes premières expositions. C'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, c'était un couvent, c'était un ancien couvent, transformé en musée, mais où les anciennes peintures des cellules avaient été gardées. Donc quand on voit un dessin ou une peinture d'Anne van der Leden avec un ange qui soulève sa jupe, qui montre ses bijoux de famille devant le portrait d'une nonne, c'est vrai que c'est fantastique, c'est un document fabuleux. Ça marchait très bien en plus. C'est vrai que ça marchait très bien. Et là, ça a été censuré, mais comme elle passe toujours un peu entre les gouttes, on l'a dit, bon écoutez, on va pas vous mettre au premier étage, on vous met un peu dans un endroit un peu plus caché. Oui, c'est ça. Dans les combles, il y a une espèce d'espace un peu en retrait. Donc voilà. C'était un peu comme dans la crypte, c'était un peu caché. Mais comme ça fait l'apparition d'un article, je pense que les gens étaient au courant et sont venus comme une fois. Après, l'exposition avait lieu dans un ancien couvent, donc évidemment, ça a pu attirer les foudres. C'est-à-dire que dès que c'est pas dans une galerie où c'est très codé, le rapport avec le galeriste, les gens restent polis, etc. Dès que c'est dans des lieux un peu publics, par exemple l'exposition à l'abbaye d'Aubry, etc. Donc où il y a plusieurs autres artistes, etc. Les visiteurs sont là vraiment sans connaître du tout finalement souvent, mais ils déversent leur haine sur les livres d'or, c'est vraiment des bijoux quoi. C'est incroyable. Quoi. Et maintenant ils ont trouvé un super truc pour la censure, c'est les enfants. Parce que comme il faut qu'il y ait beaucoup de monde, genre qui aime l'art, alors que s'il y a beaucoup de monde, ils viennent juste pour consommer. Donc l'art, c'est pas on le consomme pas. Hein. Et les enfants,
Donc on dit, ah oui, mais il y a des enfants, donc on peut pas montrer. C'est ça. Et donc c'est un prétexte pour censurer finalement. C'est ça. Alors que les enfants, bah, il y a des endroits où on n'emmène pas les enfants, tout simplement. Oui, tout à fait. Oui, Mais en France, il y a une espèce d'obsession comme ça du tout public. Pour que quelque chose soit validé, il faut que ça puisse s'adresser à tout le monde. L'enfant aussi est un consommateur, donc Tout à fait, on l'intègre et en même l'idéal temps, type du consommateur. c'est Il est l'idéal. capricieux, Mais ils ont il est envie impatient, les il est enfants, parce que les intolérant. enfants, ils adorent ça. C'est utilisé vraiment, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et c'est utilisé comme argument pour faire chier le monde. Alors que, en fait, les enfants en eux-mêmes, souvent, ils sont vraiment très, très bons joueurs, ils comprennent bien les images. Mais la femme de Klossowski, Denise Klossowski, on lui a demandé, bon, parce qu'elle avait des enfants, si c'était pas gênant, les dessins que faisait Pierre Klossowski, elle a dit, mais absolument pas, ça gêne pas du tout les enfants, en fait. C'est pas... Donc la censure... Parce qu'ils font bien la différence, pendant les enfants, ils font bien la différence. Parce qu'en plus, un autre problème de censure maintenant, c'est qu'on ne fait plus la différence entre la fiction, l'art et le réel. Il y a une confusion absolument... et tout ça, c'est toujours pour nier l'art et la littérature, en fait. Si on écrit quelque chose, c'est comme si on l'avait... c'est comme si c'était réel. Là, donc ça, c'est absolument rédhibitoire, quoi, aussi. C'est d'autant plus spectaculaire que ce ne sont pas des associations catholiques traditionnalistes de droite, par exemple, aujourd'hui, qui vont être au premier plan des mouvements de censure, d'interdiction. Ça va être, par exemple, je me souviens de cette espèce de procès absurde qu'on a fait au dessinateur Bastien Vivès. Oui. Ça a été des associations d'étudiants en art. Les étudiants eux-mêmes. Qui ont voulu le faire interdire du festival d'Angoulême. Donc on voit qu'ils sont bien tressés quand même. Qui sont partie prenante quand même d'une certaine culture tolérante, de gauche, mais qui aujourd'hui sont plus sauvages, sont plus féroces. Ça depuis le mouvement MeToo et touche pas à mon porc, non, comment ça s'appelle Touche pas à mon porc, oui. Balance ton porc. Oui, ça fait son effet. D'une manière un peu en vrac et ça a mobilisé les énergies dans un sens peut-être pas encore assez pensé, quoi. Donc il y a des réactions qui sont de la part d'artistes, etc., qui vont se retourner contre eux-mêmes. Ils ouvrent la boîte de Pandore en appelant à la censure, alors une censure qui peut leur retomber sur le coin de la gueule, parce que ça va servir de jurisprudence, et après on n'aura plus le droit de bouger le petit doigt, quoi. Tout ça est un peu dommage, quoi. Là, ce qui m'a vraiment terrifié, c'est que, comme tu le disais, enfin jusqu'aux années 80, 90, 2000, c'était des associations politiques, en général complètement extérieures au champ de la culture et qui politisent tout. Ils ont cette espèce de geste militant permanent qu'ils projettent à peu près sur toutes les catégories de la société. Ils sont incapables, en fait, de penser que quelque chose puisse sortir du champ de leurs revendications et ne pas avoir d'intention politique, donc ils politisent tout, donc ils vont aller vouloir censurer telle ou telle œuvre parce qu'elle serait raciste ou parce que justement elle ne serait pas assez, enfin, ou trop. Mais là, ce qui m'a terrorisé, c'est que c'est carrément une censure qui émane de gens qui sont eux-mêmes à l'intérieur de l'art et de la culture. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est un peu... Bah ouais, moi je vois une plus... automortification, c'est étonnant, oui, c'est très... Et personne ne bouge, enfin... Si, il y a des gens qui ont bougé. Il y a eu... les plus anciens, ceux de la génération ce sont que les anciens. Des gens comme Jean-Pierre Dionnet, par exemple, qui ont rappelé un principe... Mais un peu moins quand même, je l'ai trouvé quand même tout en nuances. Et... Oui, non, enfin j'en sais rien. Enfin, mais les jeunes sont déjà formatés en fait, ils sont déjà cuits, comme disait un ami. Oui, il y a des gens comme Jean-Pierre Dionnet qui ont rappelé quand même un fondamental comme la liberté d'expression qui ne se partage pas. Enfin aujourd'hui dans une société démocratique, si ça a encore un sens, on ne peut pas enfermer quelqu'un simplement parce qu'il dessine, parce qu'il écrit, parce qu'il parle. Autant, évidemment, c'est tout à fait normal que les actes soient punis, mais comme tu disais, les actes et la fiction ne font plus du tout l'objet d'une séparation, d'une dichotomie. On ne fait plus de différence et on dirait que c'est mieux aussi par le ressentiment. Quelqu'un qui réussit est assez mal vu, donc c'est un bon prétexte de le descendre avec ça. Il y a quand même aussi
un besoin éperdu d'égalitarisme. Il faut pas qu'une tête dépasse. Il faut pas que quelqu'un soit singulier. Donc la singularité est honnie. C'est un petit problème français, je crois, plus que... Oui, il y a une espèce de nivellement par le bas, ce qui est dommageable. Enfin, disons... disons, ça vient des États-Unis, quand même. Hein. Aux États-Unis, je sais pas, les gens sont plus dans l'enthousiasme, s'il y a c'est le succès oui, story, l'interdit. Tu parles du néo-puritanisme. Le néo-puritanisme, ça vient quand même... Je pensais que tu parlais du comportement des artistes les uns par rapport aux autres. Oui, ils ont l'air de plus se soutenir. Mais non, alors voilà. En France, non. La France, le pays où justement il y avait une certaine marge de tolérance par rapport à toutes les expressions hors normes, sur la sexualité, sur les mœurs, le pays du libertinage, le pays de ceci. Donc commence à devenir un pays où on ne peut plus parler des choses sans calculer ses mots, calculer ses traits, donc c'est assez dommageable. En safe space à l'américaine. Oui. Non, c'est vrai que c'est dommage. Et c'est dommage que les gens qui ont déclenché cela ne s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent compte un peu tard. Disons, voilà, on a fait ce truc par rapport à ce... Moi, j'ai même pas lu ces livres, Vives, je sais pas ce que ça vaut. Complètement, si ça se trouve, c'est complètement nul. Mais je n'aime pas beaucoup. Oui, la question n'est pas là. Mais ça manque vraiment de réflexion. Non, si ça se trouve, d'ailleurs, ces dessins sont abominables et j'en sais rien, mais de là à vouloir les censurer, les interdire... Mais toi, on dirait que plein de choses doivent passer sous le coup de la loi, maintenant. Oui. C'est, par exemple, là, on peut aborder la question de la mort, enfin, quoi que, comme disait Colette, la mort ne m'intéresse pas, même pas la mienne, mais là, sur l'euthanasie, par exemple. Oui. On veut légiférer sur l'euthanasie, mais l'euthanasie, ça va, ça existe. Je veux dire, les médecins ne sont pas des chiens. Quand ça va pas, ils font ce qu'il faut et tout ça. Mais de le légiférer, ça veut dire qu'on va obliger les gens à le faire quelque part. C'est ça qui me paraît. Et je trouve de tout passer par la loi. Et donc, ça me paraît néfaste, quoi. Ça me paraît morbide, en fait. Absolument morbide, quoi. Non, mais après que l'ensemble de la société se précipite dans cette espèce de voie de mouvement funeste, d'obéissance, justement, et de conformisme outrancier, de standardisation, d'accord, mais c'est quand même un petit peu bizarre que les artistes ne soient pas davantage une force de contrepoint, de contrefeu par rapport à ce mouvement. Mais est-ce que ce sont des... Pourquoi est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils sont devenus de plus en plus raisonnables, finalement, qu'ils font de plus en plus attention? Mais est-ce que ce sont tous des artistes, ces artistes? Ah oui, c'est un peu... C'est peut-être qu'une partie du problème vient de là. C'est comme c'est devenu une profession comme une autre, puisque c'est enseigné, il y a la fac d'art, il y a tout machin. Donc, si c'est une profession comme une autre, certains ne sont pas des artistes, je suis désolée. Ouais. Donc, mais eux, ils vont réussir plus facilement que les autres, parce qu'ils appliquent ce qu'il faut appliquer pour rentrer dans les rails. De toute façon, les artistes n'ont jamais été toujours été des planqués, les artistes. Hein. Mais non, après, dans leur formulation artistique, ils peuvent aller de l'avant et prendre des risques. Mais sinon, comme contrepoint du pouvoir, on n'a jamais vu, part des gens comme Courbet ou des... Mussolini, qui a quand même fini assassiné, mutilé sur une plage. Il était artiste? Ah bah oui, absolument. Hitler aussi. La grande famille. Pasolini, c'est un grand poète, un grand cinéaste Hitler a quand même abandonné la peinture assez tôt. Oui, c'est vrai. Pasolini a continué toute sa vie. Pasolini, oui, il n'a pas fait de peinture, mais enfin le cinéma, la poésie, la littérature, et la pensée qu'il a développée. Oui, un livre comme Les Écrits corsaires, par exemple. Je pensais plutôt aux arts plastiques. Les arts plastiques. Oui, tu mets ça dans une catégorie quand même. Mais disons que il se trouve que, il y a peu, en fait, j'en connais peu, à part Banksy. Oui, mais l'art des bons artistes a toujours été quand même justement très... C'est par leur art très singulier. Sans qu'ils le veuillent presque. Voilà, ils font ça parce que c'est une nécessité et puis ils se retrouvent en but. C'est beau d'ailleurs, c'est pas une intention, c'est juste c'est leur être qui est caillou dans la machine, quoi. On dit ça, caillou dans la machine. Oui, justement, comme on parlait du statut un petit peu particulier qu'ont les plasticiens,
Justement, je vais rien t'apprendre du tout, Frédérica, aujourd'hui, si je te rappelle que, par exemple, dans les avant-gardes du début du XXe siècle, les courants Dada, les courants surréalistes, il y a eu énormément de communication entre les artistes, Oui. les peintres et les Oui. écrivains, qui étaient dans une espèce d'échange, d'osmose permanente. Par exemple, un auteur comme André Breton Oui. a consacré toute sa vie à un ouvrage monumental dont il a publié maintes rééditions jusqu'aux années 60, à partir des années 20, qui s'appelle Le surréalisme et de la Ouais. peinture, qui faisait une espèce d'histoire de l'art en images et en théorie du mouvement qu'il avait lui-même Baudelaire, institué. déjà. Baudelaire, évidemment, avec les salons de 1948, de 1848. Plus qu'avec la musique en général, mais qu'il y a comme ça des accointances. C'est vrai que maintenant il n'y a plus la les écrivains et les artistes, c'est-à-dire entre la littérature et les images et l'art. Les philosophes, c'est plutôt avec la musique. Un philosophe a un attrait pour la musique, il va parler de musique. Là, il y a les mathématiques et la musique aussi. Donc il peut y avoir aussi le philosophe, les mathématiques et la musique. Mais bon, je crois mais André Breton, par exemple, je crois que la musique, il était assez insensible à la musique. Mais en revanche, l'art était très important. Mais parce que, en fait, la littérature, l'écriture, ça crée des images qui sont immatérielles et qui sont propres à chaque personne qui va le lire. Mais ça crée une image quand même. Mais une image qui est au-delà de la matière, qui est au-delà. Mais il y a un goût pour l'image, quand même. C'est l'axe, quand même, c'est quelque chose qui a une arché-image, on peut dire, avant l'image, ou lourd-image, quoi. Et donc, il y a un attrait. Moi, j'ai besoin d'être entourée d'images pour écrire. Mon livre Virginité, le point de départ de Virginité, ça a été une photo. Oui, je crois que c'est Klossowski, qui est un auteur qui compte beaucoup pour Beaucoup. toi, qui disait écrire sous la dictée de l'image, Oui. en quelque sorte. Mais c'est une image mentale. Et qui dessinait aussi, d'ailleurs. C'est une image mentale. Et moi, l'un de mes passages fétiches dans toute la littérature mondiale, c'est le passage de La recherche du temps perdu. Quand le narrateur Marcel dit, il invente un premier romancier mythique. C'est très beau. Lui qui est loin d'être naïf, il dit, le génie du premier romancier, ça a été de détacher le fait de sa réalité. Il a dématérialisé, par l'invention des personnages, par l'invention pure, la mise en fiction. Et cette dématérialisation fait que le lecteur va l'intérioriser mieux que s'il l'avait vécu lui-même quelque chose. Même une douleur, il va la ressentir, mais vraiment du dedans. Et ça, c'est merveilleux. Et je crois que c'est peut-être ça, moi, qui me donne, quand je regarde une photographie, une peinture j'ai l'impression qu'elle me parle vraiment. Tandis qu'une musique va me faire un autre effet. C'est très important, la musique, mais ça va me transporter. Mais la peinture, me parle. C'est par rapport à l'image, mais la peinture, je pense que la peinture crée aussi une image immatérielle quand même, chez le spectateur. Mais qui est en mise en mots, mais au-delà des mots. Après, c'est une longue tradition. Par exemple, ceux qui ont vraiment inventé quasiment le livre illustré moderne, c'est par exemple Manet avec Edgar Poe, Le Corbeau. Mais l'image était au service du texte. Alors que là, c'est ça qui m'a plu aussi avec l'essai de Frédérica qui s'appelle Zo. Oui. C'est-à-dire qu'elle a regardé les images et ça l'a inspiré. Et moi, ça m'est arrivé rarement. Et plutôt avec des femmes d'ailleurs, ou des personnes s'intéressent suffisamment à mes images pour qu'elles soient inspirées au niveau d'un texte, etc. Généralement, c'est le contraire. Ça reste toujours la grande querelle ou pictorat de poésie, là. Donc, il y a eu un compagnonnage au fil du temps, justement, entre les peintres et les écrivains. Oui, mais bon, quand même, hein, moi, le nombre de fois où je suis citée dans des bouquins où j'ai fait des dessins et quelqu'un d'autre a écrit un texte, et on me cite illustratrice. Et pourquoi? Moi, j'ai pas illustré, quoi. Ouais. C'est resté beaucoup comme ça dans les mentalités. Et l'inverse, c'est beaucoup moins vrai. Donc, j'ai été contente. Ah oui. Et vous n'avez pas l'impression justement que c'est cette espèce de lien, d'union sacrée entre les écrivains et les artistes en train de se perdre, justement, notamment à travers ce que tu dis, l'art considéré uniquement comme une illustration pour un texte, et le texte n'étant là justement que pour commenter, décrire, valoriser, légitimer une œuvre artistique.
Oui, parce que il y a très peu de collaboration finalement, il y a surtout beaucoup de préfaces à des catalogues, Oui, ou d'illustrations pour des recueils de poèmes, mais très peu de travail en commun. Alors que justement, ce que j'essaye de dire, c'est qu'autrefois, les artistes et les écrivains avançaient vraiment la main dans la main, notamment dans les catégories de l'avant-garde, de la contre-culture. Aujourd'hui, on a l'impression, c'est peut-être un effet de la disparition de la contre-culture ou de son épuisement, on a l'impression que de plus en plus, de toute façon, les deux catégories avancent séparément. La société va dans une spécialisation de plus en plus forte. Hein. C'est Debord qui en a parlé, entre autres, quoi. Donc ça se spécialise de plus en plus. Une espèce de division du travail. Il y a une division, même un mathématicien de très haut niveau va être compris peut-être par un autre mathématicien dans le monde, mais c'est tout, quoi. Donc tout se spécialise. On peut parler même d'une espèce d'atomisation. Il y a ça, et puis il y a le côté qui n'est la perte du charnel, la décorporéisation. Parce qu'un artiste et un écrivain, ça se rejoint justement parce qu'il travaille à rendre visible l'invisible. C'est quand même le but de quand on peint ou quand on écrit. Le but, c'est celui-là, de peindre même d'écrire ce qu'on ne connaît pas, de l'inconnu, de le mettre, de l'acter et d'aller au-delà de ce qu'on connaît. C'est pour ça que c'est difficile. Par exemple, moi j'ai remarqué que pour moi c'est beaucoup plus difficile, alors que je suis romancière, d'écrire un roman que d'écrire un essai. Parce que l'essai, j'ai ma matière. Évidemment, je travaille beaucoup, je lis beaucoup, j'observe et je réfléchis énormément. Mais j'ai la matière et je sais ce que je veux écrire, ce que je veux exprimer. Donc je l'exprime du mieux possible et j'y arrive. Mais en roman, je dois écrire ce que je ne sais pas. Mais en revanche, je sais si ça sonne bien. Je dois voir si ça sonne bien ou pas pour qu'il y ait le plus de sens possible, en fait. Alors, je ne peux pas l'expliquer plus que ça, mais c'est un peu magique, mais en fait, c'est comme ça. Donc, c'est extrêmement difficile parce je dois être à la fois très précise et en même temps, je suis sur du sable mouvant. Donc, c'est vraiment une grande jouissance, mais c'est une torture, mais vraiment, c'est le roman, pour moi, c'est l'enfer, quoi. Puis, il faut que tout doit se tenir, enfin, bref. Mais oui, c'est comme une question aussi beaucoup d'équilibre entre les champs de force. Musical aussi dans les tableaux. Voilà une composition, donc on se rejoint par là. Mais si maintenant il y a des petits soldats qui veulent écrire, alors on fait de l'autofiction parce qu'on doit répondre à l'ex-mari qui a dit ça, que moi je vais dire ça, et que je suis blanche, donc j'écris que du blanc, parce que sinon on est dans le miroir absolu, donc il n'y a plus de corps, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Donc s'il n'y a plus rien, bon, ils ne se rencontrent pas. Et il y a un truc qui revient énormément dans notre conversation, surtout de ton fait, Frédérica, et ça revient un petit peu presque comme le leitmotiv d'une angoisse, c'est la décorporisation, le règne de l'abstraction, ça va peut-être un peu avec le règne de la quantité aussi, d'une approche mathématique, froide, rationnelle du monde. Ça me fait penser à une catégorie qui m'interroge énormément. En tant que catégorie esthétique, savoir quelque chose qui va t'énerver, je suis sûr, Anne, c'est l'art contemporain. Et justement, on va essayer de s'énerver un petit peu parce qu'on va essayer de percer un mystère. Parce que ce que tu décris, cette espèce de formalisme par le vide, c'est un petit peu central dans l'art contemporain. Et justement, à l'époque où j'essayais encore de comprendre ce que signifiait esthétiquement ce champ conceptuel de l'art contemporain, je me baladais encore un peu, je visitais la FIAC et j'allais à des expositions d'art contemporain. Et la dernière fois que j'ai vu, par exemple, un stand de la FIAC, une espèce de grande foire du marché de l'art international où il faut payer 50 € pour rentrer. Qui n'existe plus. Ça a été racheté par Basel. Ah, je ne savais pas, mais par exemple, on voyait des stands de grands galeristes. Oui, c'est le même système. On voyait à la fois, par exemple, au sein du même stand, de l'art brut japonais, des artistes ultra contemporains comme Murakami, par exemple. Et sur le même stand, on voyait du Soto, par exemple, qui est un artiste issu de l'art cinétique. Enfin, on voyait comme ça différents mouvements, différentes périodes, et on ne voit pas véritablement ce qui relie en fait toutes ces formes artistiques entre elles. Et un instant plus loin, on voit des œuvres figuratives d'un artiste comme Garouste, par exemple, qui peint des espèces de grandes toiles très colorées.
Donc à un moment donné, je me suis demandé pourquoi en fait Anne van der Linden n'est pas considérée comme de l'art contemporain, puisque c'est pas une catégorie esthétique définie. En quoi tous ces artistes sont des artistes contemporains et pas toi? Bah, moi, je m'autoproclame artiste. Oui, je suis d'accord avec toi, puis ça m'énerve, c'est vrai. Oui, c'est très Je agaçant. m'autoproclame artiste contemporain, il n'y a pas de raison, en fait. Bah, voilà, c'est juste parce que je suis pas dans le circuit marchand. Oui. J'ai pas été adoubée, voilà, parce que mon propos n'est peut-être pas assez lisse. Et encore, mais c'est peut-être parce que mon propos n'est pas assez lisse, que, ouais, j'en sais rien. C'est peut-être, je sais pas. Tu peux peut-être me le dire. Ben, moi, c'est ce que c'est ce qui est dit dans le livre, Anne van der Linden, Cavalière de la tempête. Oui, c'est ça. Justement, elle chevauche la tempête. Elle ne l'évite pas. Tout à l'heure, elle a dit, il faut qu'il y ait du sens. Ben, elle met du sens. Elle fait un constat, c'est le jaillissement de la vie, et c'est violent, mais c'est violent parce que c'est juste radical, et ça montre un absolu à atteindre, mais bon, un absolu, on ne peut pas l'atteindre, mais elle y va quand même. Ouais, je mets les pieds dans le plat, quoi. Oui, c'est-à-dire le mystère sans filtre. Le mystère de l'autre, on veut voir comment il est, et ben on le coupe en deux, tac. Mais donc ça montre que notre élan, ça serait de vouloir le couper en deux. Moi, je pense d'ailleurs que les baisers, c'est la sublimation de morsures. Je pense que c'est né comme ça, les baisers, je pense. Mais ce qui est dit dans le livre, je ne veux pas le spoiler, mais enfin, quand même, c'est qu'elle réenchante le monde. Et là, bon, on ne va pas parler de religion, c'est pas question de religion, mais c'est question de croire qu'on n'est pas tout puissant, que l'humain n'est pas tout puissant, qu'il ne contrôle pas tout. Et là, on est dans un excès de technicité, et donc on est dans le temps réel qui n'est pas le temps réel du tout. C'est complètement imaginaire. On croit qu'on peut tout faire, on peut aller partout, on a des machines absolument magnifiques, on se pense tout puissant, on va sur la lune, on va là, mais en fait on est quoi? On est peu de choses finalement. La vie est beaucoup plus... La vie nous dépasse. Et je crois que les gens ont oublié que la vie nous dépasse. Mais en oubliant que la vie nous dépasse, dans le fond, ils se sentent complètement perdus. Et ils sont complètement déracinés en même temps, parce qu'on peut aller partout, faire tout en même temps, on est là. On n'écrit plus. L'autre fois, il y a des amis qui m'ont vu écrire à la plume. Ah, ils ont dit comme c'est beau le geste d'écrire à la main. Bah oui, mais c'est le corps. Il est là, le corps. Et là, donc, il y a une désincarnation, un déracinement. Et donc, les gens sont complètement perdus, mais ils ne savent même pas qu'ils sont perdus. En fait. Et moi, je sais que j'ai travaillé avec une galeriste l'année dernière, chez qui, enfin, une fois, à une occasion, elle a vendu ma pièce. C'était une exposition collective, mais elle ne m'a pas gardée dans sa galerie parce qu'elle me disait que mes prix n'étaient pas assez chers et donc qu'elle allait s'orienter presque exclusivement sur des artistes morts. Oh. Donc voilà, donc ce qui veut dire que si je suis pas dans les réseaux d'art contemporain, c'est parce que je suis trop vivante. Oui, bah oui, c'est... Non, mais c'est... Oui, bah c'est ça, oui, c'est une belle formule. Dans le d'art contemporain, dans ces galeries, on assiste à de l'art mort ou mort en devenir. Quoi. Oui. C'est très étrange, oui. Oui. C'est bizarre. Oui, oui. Non, mais il y a un réel problème d'émergence, ou alors il y a des montages financiers qui vont booster un jeune artiste et puis le laisser choir quelques années après. Oui. Enfin, voilà, mais, donc je pose la question de manière un peu naïve à dessein, mais c'est pas simplement l'art contemporain, donc c'est pas l'art des artistes d'aujourd'hui, c'est une définition marchande. Oui, tout à fait, oui, c'est un créneau marchand. C'est une usurpation marchande. D'accord. Parce que la contemporanéité, ben, si je suis ce que ça veut dire, c'est les artistes d'aujourd'hui, quoi. Bah oui, je vois pas pourquoi. Tu devrais être dedans, tu devrais pas être dans l'art singulier. Donc je me gêne pas, moi je dis, je suis artiste contemporain. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de label, hein, il n'y a pas de catalogue des artistes contemporains. Enfin, c'est juste des catalogues d'artistes. De marché, c'est le marché. Du marché, ouais. Mais voilà. Bon, après, il y a une constante, c'est que quand même, bon, il y a parfois évidemment des choses fortes, puissantes et transgressives dans l'art contemporain officiel. Sinon, je pense que c'est quelque chose qui s'effondrerait complètement. Je veux dire, plus personne n'irait les voir. Il y a forcément toujours des choses intelligentes. Il ne faut pas non plus être trop impitoyable dans la manière dont on... Mais la transgression n'est pas forcément intelligente. Hein. Donc, il y a des bourrins qui font des trucs soi-disant transgressifs et puis...
et puis qui sont vides de sens aussi, quoi. C'est genre des scènes très cruelles ou très sexuelles, etc., mais qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Donc une espèce de gratuité aussi dans le geste. Et moi, je revendique fièrement que mon travail a du sens, mais bon. La constance, en fait, c'est l'absence de sens, d'après toi. Bah, oui, ça tienne pas la route, quoi. Ils font ça, il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont l'impression que ça va marcher, ou voilà. Oui, il faut, c'est ça. Il faut que l'esprit illumine le propos. Ouais, c'est quelque chose de très froid, très aseptisé. Il faut à tout prix qu'on ait l'impression que ça ne correspond pas à une nécessité, à un besoin vital. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Ça sent pas trop la viande, quoi. Ouais. Ce qui marche aussi, c'est la très bonne technique. Enfin, comme en Chine, par exemple, où ils ont des artistes magnifiques au niveau technique, parce que les écoles ont un niveau très élevé. Les gens ont une maestria dans la réalisation, mais il n'y a pas de sens, parce qu'il y a eu une chape ancestrale sur l'expression personnelle, quoi. Puis ils sont dans la reproduction aussi. Voilà, donc il y a une espèce de nivelage, donc c'est très beau à regarder, c'est certainement très joli dans le salon, mais voilà, il faut pas que ça... Et ici, ça devient un peu aussi comme ça, mais sans l'État communiste qui surveille, enfin, on fait ça nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est intériorisé. C'est intériorisé, ouais. On a nos petits soldats, on a notre début de KGB aussi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Oui, ça commence. On a nos petits étudiants en art qui surveillent les expositions pour voir qu'il y en a qui dépassent. Oui, puis l'art et la littérature n'ont plus de sens, en fait, pour les gens, n'ont plus tellement d'importance. Mais bon, ça a commencé déjà il y a pas mal de temps. Là, je suis en train de lire des phrases magnifiques de Wittgenstein. En 1948, il dit les gens s'attendent que la vérité vienne des savants, des experts, mais les artistes et les écrivains, c'est fait pour la distraction. Et là, c'est un peu ça, en fait. Là, quand on dit je vais lire un roman, c'est un roman pour passer le temps, 2 heures dans le train. Donc voilà, on oublie qu'un roman, c'est la recherche du temps perdu. On oublie que c'est Mrs. Dalloway, enfin... Tu l'as dit tout à l'heure, Anne, que les artistes ont toujours été les planqués, quelque part, mais l'actualité, quand même, bon, c'est sûr que les artistes n'ont jamais été vraiment au centre des débats publics, mais de plus en plus, on a l'impression qu'il y a un recul du champ culturel dans l'actualité. Effectivement, on entend beaucoup plus d'hommes politiques, d'universitaires, d'experts en tout genre, de médecins, d'économistes, s'exprimer dans le champ public, dans le champ de la parole, du débat public, que des artistes, en fait. Est-ce que c'est une catégorie qui est en train de reculer, l'art? J'ai jamais constaté que les artistes avaient tellement accès à l'expression publique. Je sais pas s'il y avait peut-être plus d'émissions télévisuelles, j'en sais rien. Enfin, je peux pas dire ça, j'en sais rien. On a jamais eu énormément, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. De moins en moins, c'est possible, ouais, c'est possible. Je sais pas. Par exemple, même sur YouTube, il y a énormément de chaînes qui traitent de politique et d'actualité, mais quasiment aucune de culture. Oui. Peut-être que ça parle moins au cerveau reptilien. Je regarde pas la télévision, mais c'est possible. Je sais quand même, par rapport à Facebook, il y a vraiment des défauts, ou Instagram, etc. Il y a quand même, il y a quand même une sorte de dynamique qui s'est créée par ce biais-là, qui est à double tranchant, mais qui quand même favorise les échanges et la visibilité des artistes. Ça paraît un peu naïf de dire ça, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de rentrer en contact avec des gens et de recevoir leur appréciation, leur aide, leur soutien, des choses très émouvantes qui se sont passées par le biais de ces réseaux sociaux qui sont par ailleurs extrêmement étranges à manier, mais bon, voilà, il y a ce truc-là qui s'est développé et qui pourrait être bien si c'était pas aussi fliqué, quoi. Oui, ça va un peu dans le sens, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de plus en plus asexué, tout ce qui touche au corps, à la sexualité est de plus en plus censuré, justement, sur les réseaux sociaux.
Ouais. Donc, il y a un recul de l'érotisme. Oui. Ceci dit, j'ai fait passer des trucs qui passaient. Il y a des trucs qui passent, d'autres qui passent pas. C'est par la dénonciation. Oui, c'est ça. Je par la dénonciation. Donc il y a des gros méchants qui se trimballent là et qui te. Là, il y a le ressentiment qui. Oui, c'est ça. Pousser. C'est ça. Qui peut pousser à faire ça en fait aussi. Le ressentiment ou une surpolitisation de vouloir considérer la question érotique comme un fait politique. Enfin, à partir du moment où quelque chose est vu comme politique, on va commencer à exercer du pouvoir dessus, quoi. Mais c'est bizarre parce que c'est, en tout cas en France, où il y a un taux d'abstentionnisme assez élevé, même pour des élections importantes comme les présidentielles, donc on peut dire, bon, les gens, la politique... parce que bon, quand même, je trouve qu'un acte politique, c'est quand même d'aller voter. Enfin, ça me paraît évident. Mais là, donc, il y a beaucoup d'abstention. Mais en revanche, il y a une grande consommation, une surconsommation de débats politiques. C'est comme un peu, les musées sont pleins de gens, mais les gens ne regardent pas l'art, quoi. Alors, des fois, plus il y a quelque chose, plus ça montre que ça n'est pas... Les ventes de livres n'ont jamais été aussi importantes. Oui, voilà, les livres se vendent beaucoup, mais les gens ne lisent pas. C'est vrai. Ou alors ils lisent vraiment, c'est de la merde en boîte, quoi. Donc, des fois, plus c'est, mais moins c'est, en vérité. Moi, Gertrude Stein disait au début du XXe siècle, elle disait, comme c'est merveilleux, on va dans les musées, il n'y a personne, je peux même m'allonger sur la banquette. Oui, moi, je prends un retour à l'élitisme absolu par amour de l'art et de la littérature. Parce que ces gens qui consomment comme ça, ils s'obligent à faire des choses, ils ne voient pas l'art, on ne le voit pas, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que ça crée des artistes et des pseudo-écrivains qui prennent qui obstruent la véritable littérature et la véritable art de se diffuser, en fait. Donc je pense que... Mais ça, Baudrillard l'avait bien dit aussi, quand même. Déjà avec l'effet Beaubourg. Et justement, Anne, il y a énormément de gens qui ont écrit sur ton art et souvent on te prête des intentions politiques qui parfois me semblent absentes de ton travail. Moi, j'ai l'impression que tu te situes vraiment au-delà de l'actualité, au sens de l'inactuel de Nietzsche que tu... Enfin, je dirais pas, peut-être que je me trompe complètement, mais tu aurais le sentiment que tu t'en foutais complètement quand tu peignais de la politique. Est-ce que je me trompe ? C'est vrai et c'est pas vrai. Il y a une espèce de prise de position par rapport à mon ressenti social, etc., qui infiltre mes images, mais c'est dans cette espèce de machine à laver, enfin pas machine à laver, mais enfin espèce de broyeuse, de brassage, dans lequel rentrent aussi d'autres aspects de mon existence, de mes ressentis, et donc d'où ressortent ces images-là, mais dont n'est pas exclu mon ressenti politique, parce que puisque je le subis. Et le statut des femmes aussi, mon ressenti par rapport à ça n'est pas absent. Enfin bon, c'est quand même quelque chose. Je suis une femme, donc je parle du point de vue des femmes, et il y a quand même pas mal de trucs à dire, quoi. Enfin bon, vu le mutisme dans lequel on a été enfermé pendant longtemps. Mais moi, si j'aime ton art, je vais te dire très sincèrement, c'est parce que c'est pas ça en fait. Ça va bien au-delà de ça, quoi. Oui, souvent, ça va bien. Non, je dis pas que c'est pas. Ça va bien au-delà parce que ça, d'autres le font. Oui, mais ça... D'autres le font, mais toi, ce que tu montres, mais en allant au-delà, tu englobes aussi ce propos-là. Mais parce que, parce que ça va au-delà. Ça fait partie des choses qui alimentent. Voilà. Tu vois. Ça fait partie des choses qui alimentent, mais il y a une dimension vraiment universelle. Quand on parle du sens. Mais ce que je veux dire, par exemple, ma représentation du corps féminin, elle est vraiment particulière. Enfin bon, je pense pas qu'un homme pourrait représenter les femmes de la manière dont tu les représentes. Tu les représentes comme les hommes, ce sont des corps robustes. Voilà, leur chair est la même que les hommes. C'est pas des corps érotisés forcément, même si on voit leurs organes sexuels, c'est pas... C'est des corps plus hyper sexués que érotisés. Voilà, c'est ça. Alors qu'il faut dire, mais on va pas leur reprocher, que les hommes représentent ce qu'ils désirent, donc ils représentent des corps qui les excitent, ou je sais pas quoi. Bon, moi je suis hétéro, donc voilà. Donc quand je représente une femme, elle est plutôt peut-être le reflet de ma conformation à moi, ou de, je pense pas, non. avec des
des ressentis qui me sont enfin des fonctionnements qui sont enfin comment dire, je sais pas comment dire. Souvent on te décrit un petit peu comme une espèce d'artiste féministe enragée qui lutte et qui dénonce les rapports du patriarcat, de la domination. Oui, parce que c'est une femme. Ouais. On l'a dit aussi. Moi, dans le le premier texte que j'ai écrit oui, sur elle, et oui. d'ailleurs elle m'avait dit que c'est ça qui lui avait plu. Je lui dis, on l'a dit fée ou bien sorcière, mais si c'était un homme qui peignait ça, on lui dirait pas ça. C'est tout. Oui, c'est ramener dans une catégorie. C'est ramener dans une rassurante, catégorie. quoi. Moi, je trouve que c'est amoindrir que de dire Ouais. parce que c'est une femme, parce que Oui, tout à il y fait. a quelque chose qui va au-delà quand même. Tout à fait. Ça l'englobe. Là, c'est une mais- grosse question. C'est une Oui, grosse question. c'est le mystère de sexe. Ouais, C'est le mystère de la vie et de la mort. Oui, hein. oui, je pense On pas. est humain, mais on est deux. Oui. Et donc, Ouais. c'est vraiment très mystérieux. Ben oui, en fait, le propos, c'est cette espèce de dualité homme-femme et comment ce truc de nécessité à l'association, l'accouplement et ou à la fusion totale qui est toujours contrariée par le fait qu'on est deux individus, etc. Enfin bon, cette espèce de mystère, Oui, là, de mystère voilà, absolu, oui. qui traverse l'œuvre. Bon, ben, il y a tous ces paramètres, hein. Moi, j'en sais rien. De toute façon, je suis pas, j'ai pas tellement peur de ces récupérations-là, je m'en fous complètement. Tu t'en fiches, en fait. Je suis ce que je suis, et puis ça a son effet, parce qu'effectivement, c'est Après, une parole ferme et sans phare, et donc voilà, ça montre une tranche de vie qui est très particulière, une expérience très particulière qui est vraiment la mienne. Et par ce biais-là, les gens après, ils picorent ce qu'ils veulent. ils reçoivent comme ils veulent, en fait. Oui, ils en tirent le parti qu'ils veulent, mais je mets pas du tout à l'écart le fait que je sois une femme avec mon historique à moi, l'historique des femmes, etc. Ça fait partie des composantes. C'est la recette quoi, du truc. Enfin, c'est comme toi, tu vois, on t'extrait pas complètement, on peut pas t'extraire dans ton art, de ton vécu, ta famille, tes origines, etc. Sans que pour autant tu sois le porte-drapeau de tout ça, quoi. Tu vois, c'est des composantes de ton être, en fait. Justement, oui, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'art ne peut pas être simplement le récit, le porte-étendard, si, ça l'a été, oui, l'art soviétique, ou je sais pas quoi, si, ça l'a été. C'est assez peu intéressant. On n'a quasiment pas eu, en fait. Oui, enfin, la première période soviétique, c'était très intéressant. Tu sais, tous les Malevich et les machins. Oui, ça c'était vraiment très intéressant. Ça a été une magie qui a duré peu de temps, mais là c'était vraiment intéressant. Très peu de temps. Pour le coup. Mais c'était peut-être pas de la peinture, c'était un art justement qui portait. Qui était c'était le porte-étendard de l'expression politique du moment, mais c'était vraiment virulent. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, c'était une sorte de miracle. Il y a des miracles comme ça. Effectivement, en Union soviétique, après, le propre des régimes totalitaires est quand même de ne jamais avoir pu accoucher d'un seul artiste. C'est ça, ouais. Mais où tu vois Michel-Ange, la chapelle Sixtine, etc., c'était le porte-étendard de la religion, mais c'est merveilleux aussi, quoi. Bon. Justement, ton art est quand même très imprégné de symboles religieux. Je dis pas que tu mets des Jésus, des étoiles de David, des croix, des mains de Fatima partout, enfin, mais il y a quand même une imprégnation presque mystique. Une sorte oui, excuse-moi, Non, je t'en prie. Oui, c'est comme une espèce de ritualisation. J'ai toujours été sensible à ça, avec une espèce. Je suis sensible au rythme, aux répétitions, etc. Comme si tout se déroulait dans un certain protocole. Oui, donc ça a un rapport peut-être avec un fait religieux, qui n'est pas du tout, pour le coup, lié à une éducation, puisque j'ai une éducation totalement laïque et de longue date. Ça date de loin, donc dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi je suis sensible à ça. J'ai été sensible à ça avant de créer moi-même. Voilà. Donc, il y a un côté très rituel. Ouais. Mais ce sont des rites qu'elle invente aussi, justement. Elle invente tout un folklore, parce que ces personnages, justement, avec ces corps robustes, avec ces visages inexpressifs, montrent qu'ils sont traversés par des choses qui les dépassent complètement. Et on dirait que toutes les actions, aussi violentes soient-elles et aussi crues, même s'ils sont le corps coupé en deux, ils sont là, tout va bien. Enfin, il y a une espèce d'impavidité qui montre qu'ils sont pris dans des rituels, en fait. Donc, c'est comme si elle ritualisait les pulsions primitives qui nous agitent, et elle en fait des rituels. Donc c'est extrêmement codé,
Mais ça, c'est elle qui les invente. Donc, elle a toute une cosmogonie particulière. Et là, on peut dire qu'elle invente un folklore. Et là, je viens de lire Le Miroir du Merveilleux de Pierre Mabie, qui est considéré un peu comme la Bible du surréalisme, où il montre que la religion, parfois, a des sources, son source dans le folklore. Et ça, c'est vraiment assez fascinant, quoi. Comme Sainte Thérèse de Lisieux, dont son vrai nom, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'est comme ça qu'elle avait choisi son nom. Qui a dit, à ma mort, je voudrais faire pleuvoir sur les humains des pluies de roses pour les rendre heureux. Donc c'est l'attribut de Sainte Thérèse de J'y ai repensé, parce que je m'occupe de roses en Mayenne et c'est tellement épineux. Et ah oui, que les pétales. Que les pétales. Excuse-moi. Ah oui, parce que justement, c'est ton rapport à la nature. Oui. Ah oui, et oui, mais tu vois, là, on voit quand même qu'elle est ancrée dans la nature, dans le concret. La rose, elle voit bien aussi qu'elle a les épines, justement. Mais ça, en fait, c'est quelque chose qui vient du folklore. C'est la fée elle choisissait une jeune fille pauvre et tout ça, et elle lui donnait, cette jeune fille pouvait créer des roses, tout ça. Donc, tout ça, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, justement, que tu parles des épines, les roses et les épines. Parce que elle prend la vie complètement, donc c'est cruel dans le sens d'Artaud, parce qu'elle prend aussi la mort, en fait, également. Ça va jusqu'au bout. Il y a quelque chose d'extrêmement fondamental dans la peinture de Anne, presque païen, les anciennes religions européennes, une forme de panthéisme, de pansexualisme aussi. Bah oui, j'étais assez fan quand j'étais gamine de mythologie, j'en ai lu une certaine quantité. Donc oui, c'est recherche de me raconter des histoires fabuleuses, c'est la suite des contes de fées, etc. Oui, c'était facile. Beaucoup de contes de fées. Il y a tous les voyages que tu as fait. Les voyages que tu as fait quand tu étais très jeune, c'était toujours des peuples premiers où tu allais chercher quelque chose que tu avais déjà en toi, en fait. Là, ça ressort dans la peinture. Oui, c'est une nouvelle mythologie. Un réenchantement. Un besoin d'aller voir ailleurs par rapport à une réalité qui me meurtrissait. Enfin non, qui me convenait mal, quoi. Donc c'est pour ça qu'on crée, me raconter des histoires. C'est pour ça qu'on crée. Ça fait partie des choses qui me bouleversent le plus dans ta peinture. J'ai l'impression que l'univers que tu crées est tellement riche, tellement cohérent, qu'on a l'impression qu'il y a même des religions qui se forment à l'intérieur. Un folklore, il y a différents états, différentes ethnies, différents peuples, différentes populations. Enfin, il y a toute une foule d'êtres auxquels tu donnes vie, qui sont presque les peuples de l'univers d'Anne van der Linden, et qui ont chacun leur rite, leurs croyances, leurs coutumes. Ça te parle? Oui, enfin, si je vais dans ce sens-là, je suis un peu genre... justement. Lâche-toi. Mais en fait, je suis un peu dépassée par mon propos aussi. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est bien. Il y a des choses qui s'imposent, qui me paraissent naturelles, et puis après je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que... Comment ça m'est venu? Tu es étonnée, en fait. Oui. Ou des choses qui reviennent, des archétypes, qui font que je crée une image, et puis après j'en entends parler de la même image ou du même sens de cette image dans une civilisation complètement différente ou à des époques complètement différentes. Ça m'arrive super souvent, ça c'est incroyable. Les archétypes, c'est un truc vraiment fort, quoi. Parce que tu vas dans les fondements, en fait. Oui. Donc... Ouais. Mais quand ça se révèle comme ça, parce que c'est pas du tout, c'est hors culture, quoi. C'est vraiment un truc qui s'impose. C'est des images mentales, comme dont tu parlais, quoi, qui s'imposent d'un bout à l'autre de l'univers, dans le temps, etc. C'est hyper émouvant, en fait. Quand quelque chose comme ça se passe, c'est vraiment émouvant. J'ai l'impression parfois d'être dépassé par ton propre travail, par ta propre expression. À fond, Ah oui, à fond. Que ça va au-delà du communicable. Ben oui, déjà je suis pas très, je communique comme je peux, quoi. Et les images effectivement sont bien plus riches que ce que je peux en dire, donc voilà. Je crois que c'est Gombrowicz qui disait un truc extrêmement intéressant. Je crois que c'est dans le Testament, le livre d'entretien qu'il a fait avec Dominique Deroux. On devrait écrire uniquement pour exprimer des choses inavouables. Ça te parle par rapport à ta peinture? Oui, c'est sympa, Tu as l'air de dire des choses à la fois très universelles et très intimes. Oui,
Oui, Oui, oui. c'est les deux. Et il disait aussi que l'art dépasse l'artiste, que son art le dépasse lui-même Oui, aussi. pareil, oui. Ouais. On est Mhm. complètement largué par notre propre... Moi, je sais création. qu'un texte que je viens de produire ou un passage est bon quand je suis étonnée. Quand moi-même je suis étonnée. Pourquoi j'ai écrit Oui. ça? Oui, c'est ça. Mm. C'est ça, oui. T'as peur parfois devant ta toile? Jamais. Jamais. Parfois, oui, ça m'est arrivé d'aborder certains sujets qui tu me dis, oh non, j'exagère. Mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Vraiment particulièrement rude, quoi. Et puis, en fait, donc je le faisais quand même et ça donnait quelque chose de très bon, effectivement. Ouais. Souvent, ça donnait quelque chose de très bon. Mais là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Et non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Par exemple, j'ai peint, enfin, dessiné d'abord une scène, c'est une femme éventrée, allongée sur une table, et il y a un petit garçon qui lui pisse dans les intestins, une espèce de diablotin. Et pour moi, c'était vraiment un jeu amoureux, en fait. Je prenais pas ça à la lettre, quoi. Mais ça a été censuré par Instagram, et quand je montre ça, après j'en ai fait une peinture, je montre ça aux gens. Il y a encore une personne qui est venue à l'atelier récemment. Ils sont très choqués et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Pour moi, c'est très harmonieux, c'est qu'il y a une espèce de douceur Parce que formelle. c'est parce que c'est en eux Oui, il y déjà. a une projection très forte et il y a des images comme ça qui, ça passe pas, quoi. Ah oui. Mais pas forcément par rapport à la réception qu'aura ton public de l'image forte que tu vas produire, mais est-ce que parfois tu as peur que certaines choses sortent de toi? Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument que tu les produises et que ça devient un besoin particulièrement impérieux. Pas avant, Non. avant, tu veux dire avant qu'elle les fasse? Oui. Ah. Non, 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 ça m'est jamais arrivé, non. Jamais. Non, non. Non, ça m'est jamais arrivé. Au contraire, je suis là. Alors, chez Sacrotte aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va m'amuser, tu vois? C'est vraiment un truc. J'ai un truc qui me vient en tête et ça. Là, c'est comme si je me faisais, je sais pas, un rail de coke ou quoi. C'est aussi fort, quoi. D'un coup. Tu vois, j'étais en train de ramper, je vais prendre un café, je vais aller browner ou quoi, et d'un coup, paf, je m'ennuie, etc. Et, ça m'envahit et ça me propulse, quoi. C'est fou l'effet bénéfique que ça me fait d'avoir une bonne idée, quoi. C'est une bonne idée, d'un coup, waouh, c'est trop drôle, je vais le faire. Une forme d'extase ou de sérénité que tu acquiers. Non, c'est de l'adrénaline. Ah, c'est de l'adrénaline. Ah oui, c'est de l'adrénaline. Ah oui, donc c'est de la peur qui se transforme en jouissance. Non, alors. je vois pas. Ben, l'adrénaline, c'est pas la peur C'est- qui la déclèche, non? Pas forcément, non, Ah c'est non. un truc d'excitation. Ah, je sais- d'accord. Enfin, Ah oui, d'accord. enfin, c'est peut-être, oui, peut-être d'aborder une situation. Oui, c'est de l'excitation, Oui. en fait. Il n'y a pas de mise en danger? Et il n'y a pas de mise en danger, je le ressens pas comme ça. T'as pas l'impression que tu pourrais devenir folle en faisant ça, par exemple? Jamais, au Jamais. contraire. Au Non, contraire. au contraire, ouais. Oui, je suis folle, je me lève, je suis complètement folle, complètement névrosée, complètement déprimée, complètement tout ça. Et je monte dans mon atelier et je retrouve mon équilibre. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment le contraire, quoi. Et l'expérience physique de la création est prépondérante. Par exemple, je vais vous demander si vous étiez inquiète de ces nouveaux outils à la portée de tout le monde que sont les chats GPT, les IA. Je vois énormément de gens produire des images avec des IA sur Facebook. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, Anne, par rapport à ça? Oui, ça me déstabilise vraiment, ouais. Ouais. Ça me fout la trouille, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je suis très très mal à l'aise par Ça rapport met à ces mal à images. l'aise, hein. Ouais. Oui, moi aussi. Vous avez réfléchi un peu Oui, là-dessus? ça met mal à l'aise, hein. Bah oui, c'est un truc qui va mettre sur le carreau pas mal de travailleurs graphiques, etc. Et dans toutes sortes de domaines, mais en tout cas dans le domaine qui me concerne, effectivement, il n'y aura plus besoin de gens pour faire des pubs, des logos, des machins. Mais par contre, bon, les idées elles vont rester, quoi. On sera les personnes qui pourront pondre des concepts vont devenir les rois du monde. Oui. Les derniers survivants. Peut-être ça va s'inverser, ça va être bon pour nous, en fait, finalement. C'est ça. En espérant. C'est ça. Quelque part, le chat GPT va exterminer l'énarque de base ou le diplômé de Sciences Po Peut-être. ou le conformiste avec sa grosse cervelle qui apprend à avaler des concepts prédigérés, à les recracher C'est tels ça. qu'ils Les les ont robots humains ingurgités. vont être remplacés par des vrais robots.
Oui, parce qu'en fait, pour qu'une classe d'individus puisse être robotisée, il faut d'abord qu'elle ait été dénaturée, vidée de sa substance avant. Donc les véritables artistes, les vrais écrivains, ceux qui ont une expression authentique et qui viennent des tripes, est-ce qu'ils ont quelque chose à craindre finalement? Ouais, et puis j'ai pas encore vu Non, je pense pour la peinture, j'ai pas encore vu de l'IA qui recrée vraiment une matière, etc. La peinture dans son côté très Matière. oui, j'ai pas l'impression que c'est encore très performant à ce niveau-là. La complexité de la matière, mais ça peut venir. Mais tu ça me peut diras. venir. Oui, ça peut venir. Ça peut venir aussi. Ouais. Mais pour l'instant, c'est plutôt des trucs lisses que j'ai vus. Donc, mais non, mais c'est vrai que Ça met mal à l'aise. Oui, hein. ça met mal à l'aise. Oui, ça fait très mal à C'est l'aise. angoissant, hein? Oui, Ouais. oui, c'est angoissant, Mm. je trouve aussi. Oui, c'est angoissant. On a l'impression de vivre dans une société post-mortem, Ouais, où ouais, tout est ouais. faux. Et Oui. j'ai un ami qui m'a montré à partir d'un dessin, mais pour le coup de facture assez lisse, hein, une déclinaison qui avait été faite par un IA par rapport à ça. Et c'était assez beau, hein. On avait de toutes sortes. Et lui, il a juste, comment dire, fait une petite proposition et puis un flot d'images. Oh là là. Oui, oui. Toutes plus belles les unes que les autres. Après, après, il faut analyser ce que c'est, hein. Mais ça peut suffire à intoxiquer pas mal Ouais. l'esthétique humaine, quoi. Heureusement qu'on est à la fin du monde, parce que sinon, ça se... Tu vois vive qu'on est à la fin l'apocalypse, du quoi. monde ou qu'on rentre petit à petit dans une Je civilisation pense de que plus en plus inhumaine. ça sent un peu la fin de l'espèce, mais bon, moi je suis pas dedans non plus, hein, mais c'est vrai que- Ouais, moi, je l'ai le même ressenti. J'ai le même Ouais. ressenti, Mm. oui. Il y a l'humain et le robot mis sur le même plan. C'est... C'est ça. Oui, et donc le robot est plus performant, de toute Mm. façon, il va être plus performant. Donc ça fait vraiment bizarre. De toute façon, pour toutes les espèces, il y a eu un début et une fin. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas ça pour l'espèce humaine. Ouais. Enfin bref. Ça. Mais On va voir on si- essaie quand même de mettre de la chair dans tout ça, quoi. Mm. On essaie de sauver quand même. J'avais l'impression Bien que sûr. l'art était peut-être la seule chose qui rendait la survie de l'espèce désirable. Enfin, qui Oui. justifie à elle seule sa longue mémoire et sa volonté d'auto-perpétuation. L'art et la religion, et les religions. Oui, parce que sans les religions, quelque part, et c'est toi qui me l'as dit, une fois, l'humanité n'aurait pas perduré. Moi, c'est ce que je pense. Oui. Ouais, Je pense. après, Et l'art aussi, parce que l'art, ça donne la notion de temps. la spiritualité, quoi. C'est la spiritualité. Et donc la spiritualité, c'est la notion de... Ça vaut de rester, ça vaut de durer. C'est le temps, quoi. Et C'est puis important, le l'art, comme la religion, ça s'accompagne d'une pratique. Ouais. Ouais. Donc Oui, oui. là, on est sur les IA où les logiciels répondent bêtement à l'injonction, à la commande d'un utilisateur. Donc, il y a une intolérance à la frustration. Ce que toi, tu fais en plusieurs semaines Ouais. au prix de ton énergie, de ton travail, de ta patience, de ta soumission à l'impératif À de la créer une matière. forme, à la matière. Là, c'est l'utilisateur qui claque du doigt et qui produit Ouais. immédiatement ce qu'il désire. Tant qu'il y a de l'électricité. Oui. Après, tu vois, s'il n'y a plus d'énergie, etc. Et puis pareil, de toute façon, c'est pareil pour mes peintures dans mon atelier, quoi. À un moment, si les conditions générales de la planète se modifient, tout ça, ça va retourner à la poussière, et ça, c'est assez exaltant, hein. Moi, je me ferais bien un petit autodafé de peinture rituel. Enfin, c'est une pensée pour moi plutôt rassurante. Il y a des universités américaines qui brûlent des livres, justement. Ah oui? Pourquoi? Parce que ce sont des livres Incorrects, vraiment qui sont jugés incorrects, incorrects. Ah. Immoraux. qui ne rentrent pas dans les attentes morales Ah, du ça, c'est politiquement encore autre correct chose, ouais. et du néo-puritanisme de gauche en vogue dans les Mm. universités américaines. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est tout cet amas de culture. Effectivement, c'est notre marque de fabrique et c'est ce qu'on a pu faire de mieux, peut-être, mais c'est aussi fragile. Là, oui, c'est attaqué. En tout cas, on sent que c'est attaqué. Ombre et poussière. J'ai entendu Houellebecq récemment prononcer une très belle phrase dans une conférence. Mm. Il parlait un petit peu de son parcours rétrospectivement, comme ça, il se souvenait de son enfance. Et il décrivait la lecture, la littérature ou l'art, d'ailleurs ça peut t'appliquer à toi, Anne, comme une alternative à la vie.
Est-ce que ça vous parle? Ouais, complètement. Moi, j'ajouterais la vie alternative à la vie banale. Mais je dirais oui et non. Parce qu'alternative à la vie banale, d'accord, mais c'est pas une alternative à la vie, c'est la vie même. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, il faut préciser, alternative à la vie, oui, c'est la vie banale, la vie conventionnelle, mais c'est en même temps, c'est la vraie vie. Ouais. Donc, oui, mais enfin bon, moi qui en fait n'ai jamais vraiment adhéré à la vie, quoi. Donc j'ai pas de famille, j'ai pas de à la vie conventionnelle, tu veux dire? Oui, mais à la vie, oui, voilà, ouais. Donc, oui, donc l'art, c'est ça, ouais, c'est ce que j'ai pu faire de mieux, de plus plausible dans mon existence. Ouais. J'ai l'impression que pour construire une œuvre singulière, quelque part, il faut se mettre dans la position d'une sorte de satellite de l'existence, de renoncer en quelque sorte à la vie. En tout cas, c'est mon cas, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, ou c'est mon expérience. C'est vrai que enfin bon, la peinture et tout ça, c'était plutôt au départ un moyen d'avoir un alibi pour rester chez soi sans se faire emmerder. Seul, enfin bon, tu vois, une espèce de crainte sociale ou une phobie sociale ou un truc qui fait que je me suis construit mon monde comme ça, quoi. Mais c'était quoi la question? Je me souviens plus. L'art comme alternative à la vie. Ouais. Mais oui, c'est un peu ça, ouais, un peu ça. Peut-être parce que je sais pas vivre. Peut-être qu'il y a des artistes, peut-être toi, qui font de leur existence quotidienne une expression artistique, un art même. Moi, ma vie, elle est con, quoi. Elle est vraiment trop con. Le meilleur d'un artiste ou d'un écrivain, c'est quand on crée, en fait. C'est ça. Tout le reste est fait pour arriver à ce moment-là. Voilà, c'est exactement ça. Moi, si je pouvais écrire tout le temps, je le ferais. Mais bon, donc, comme je peux pas écrire tout le temps parce qu'il faut que je prépare mes textes, sinon ça me vient pas, ça me tombe pas comme ça. Donc, tout le reste, mais ça va converger à ce moment-là. C'est ça qui donne le sens, en fait. C'est le nerf fondamental, quoi. Je sais que vous avez un rapport absolument unique à l'existence, d'ailleurs. Bon, on est à 1h40. Cet échange a été absolument passionnant et je vous en remercie infiniment. Merci. Donc ça va être le moment peut-être de vous dire au revoir. Donc pour ceux qui nous regardent et qui ont tenu jusqu'au bout, merci infiniment d'être restés avec nous tout ce temps. Si la formule vous a plu, n'hésitez pas à aimer en français et surtout à partager et à diffuser cette vidéo, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'algorithme virtuel est à peu près aussi tendre avec moi que ne le sont les institutions d'une manière générale. Surtout que pour une fois qu'on parle d'art, c'est pas forcément un thème qui va être mis en avant sur ce réseau. Donc je compte sur vous pour faire à votre tour votre travail et nous encourager dans cette démarche. Il y a beaucoup de gens passionnants, dissidents que j'ai envie d'inviter sur ma chaîne. Donc si l'expérience vous a plu, sachez qu'il y aura une suite à cette expérience. Et donc je vous remercie infiniment pour votre attention et d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Merci Frédérica, merci Anne pour ce moment. C'était vraiment passionnant et à bientôt les amis.